Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir avec nous Samuel Dumas, qui est le fondateur de Acadie. Comment ça va, Samuel? Salut Jean, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir vraiment de te recevoir. On sait que tu fais beaucoup de choses dans l'écosystème. On va avoir le temps d'en parler. On en a parlé en off juste avant. C'était un discours super intéressant. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction de Acadie? Qu'est-ce que vous faites? Comment tu en es arrivé à développer Acadie? Pourquoi? Quelle est ta vision un petit peu derrière? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, en fait, moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans des grandes agences de communication à Paris. J'étais chez BETC, je m'occupais de la campagne de digitale de Peugeot, Française des Jeux. Après, je passais à la Young. Si certains ont vu le film ou le livre 99 francs avec Frédéric Becbédé, voilà, c'était cette agence où il travaillait. Donc, il était plus là, c'était une autre époque, hein, beaucoup plus sérieux. Je m'occupais du digital pour le groupe Colgate-Palmolive pour toute l'Europe. Donc, je supervisais des équipes de développeurs qui étaient basées en Pologne, donc tout en anglais avec des tournages en Afrique du Sud, aux Pays-Bas. Donc, voilà, coordination internationale, gestion de projets de communication dans le domaine du digital. Et puis, ma femme a eu la bonne idée de rentrer à l'école de la magistrature, donc à Bordeaux. Donc voilà, je gagnais très bien ma vie, je voyageais beaucoup. Et puis donc là, on est parti à Bordeaux avec les enfants pendant 2 ans. Et ensuite, elle a été nommée à Troyes, en Champagne. Donc c'est là où je vous parle de Troyes en ce moment. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, vu qu'elle va devoir changer de boulot assez souvent, bah, plutôt que de rechercher du travail, autant me créer mon propre poste. Et c'est là que j'ai créé Acadie, en me disant que bah, j'avais une petite expérience dans le domaine du digital et que ça pourrait être intéressant de le partager et de former des gens dans leur transformation, comme j'ai accompagné la transformation du groupe Colgate-Palmolive à l'époque. Donc c'est comme ça que c'est parti, vraiment de se dire: «Je vais me créer mon emploi», plutôt que de rechercher du boulot à chaque déplacement, chaque mutation de mon épouse. C'est très intelligent. Comme ça, au moins, tu dépends de personne que de toi et C'est de tes clients. Donc félicitations, voilà, c'est un très bon mindset. Et aujourd'hui, tu es donc basé à Troyes et donc du c'est travail ça. depuis Troyes et tu c'est bien parce que Troyes, quand tu travailles dans le web 3, que tu crées un événement sur le web 3 et cetera, tu as trouvé la bonne ville. C'est exactement ça, ouais, c'était un pur hasard parce que c'est les nominations des postes, donc en sortie d'école, hein, on s'est retrouvés là comme ça. Mais oui, effectivement, après, bon, c'est un peu dans la petite histoire, peut-être tu me poseras des questions sur la suite, mais Bien sûr. je connaissais pas du tout la blockchain avant d'arriver à Troyes et c'est par des connaissances, sur place et le cofondateur d'Acadie, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier et puis ça a germé dans ma tête effectivement de se dire: «Ah ouais, le web 3 à Troyes», donc c'est comme ça que, bah, je me suis mis à m'intéresser, enfin, c'est pas que je me suis intéressé à ce sujet, c'est plutôt je m'intéressais à ce sujet et j'ai trouvé la corrélation entre le Web3 et la ville où j'habite, d'où le nom de l'événement qu'on a fait. Mais un petit teaser peut-être pour OK. la suite de notre interview. Totalement. Restez pour écouter ça d'ailleurs. C'est super intéressant. Donc, toi, tu es arrivé dans le secteur de la blockchain, pas forcément par les cryptos, mais par rapport à un cofondateur qui t'a expliqué que c'était en train de se développer, qu'il fallait avoir un petit peu de curiosité. Est-ce que tu peux nous dire plus un petit peu comment on t'a présenté ça et quelle a été ta première approche? Comment tu l'as ressenti? Ouais, alors en fait, c'est vraiment, comment dire? Une opportunité assez, rare qui s'est présentée. Donc moi, je débarquais à OK, 3. J'avais, voilà, je faisais un peu du freelance, chef de projet freelance comme je faisais avant, mais on va dire en gestion de projet, digital et donc dans un événement, il y avait une petite conférence comme ça, c'était une boîte qui venait présenter les objets connectés et donc là, je pose la cool. question à la fin de la conférence: «Est-ce que l'avenir des objets connectés passera par la blockchain?» Et là, il y a un gars qui se retourne et qui fait: «Waouh! Attends, tu es qui toi? Faut qu'on parle à la fin et tout». Il vient me voir et il dit: «Attends, dans l'aube, il y a 2 personnes qui connaissent le mot blockchain, c'est toi et moi». Voilà, donc on était vraiment assez petits, c'était il y a 5 ans maintenant. Donc OK. bah, oui, moi je m'étais intéressé à ça, dans les magazines, en fait, je voyais passer des trucs. Donc j'avais, juste un peu posé cette question par hasard et c'était vraiment un mot que je connaissais. Je me suis dit: «Bon, ça peut être intéressant pour les objets connectés», d'où ma question. Mais après, c'est lui qui m'a expliqué vraiment, tout l'intérêt et en fait, c'est Benjamin Faradji, donc c'est le fondateur de Spuro Blockchain Platform, qui est la première OK. blockchain privée de France, aujourd'hui. Bravo. Donc il lance, enfin, ça fait quelques années maintenant qu'il a lancé cette blockchain privée pour les, huissiers et les avocats, notamment qui gèrent la traçabilité, gestion de la preuve. Waouh! OK, donc c'est grâce à lui que tu t'es lancé Ouais, là-dedans, qui avait aussi clairement. un gros background, dans l'écosystème, qui continue d'ailleurs à le faire et tu as pris donc on va dire le taureau par les cornes. Tu as commencé à te former, à te renseigner, à te développer et puis voilà maintenant où tu en es. C'est assez impressionnant et tu en es allé jusque directement fonder Acadie ou entre-temps il s'est passé d'autres
d'autres choses dans l'écosystème pour toi? Ouais, c'est arrivé plus tard. En fait, au début, j'étais, donc je t'ai dit, freelance. Je faisais pas mal de formations en sous-traitance que je continue à faire maintenant, notamment pour le ministère des Ouais, Armées. Et donc, à un moment, je faisais une formation, à Nantes, dans une énorme assurance, en sous-traitance. Et là, je me suis dit: «Attends, si chaque personne paye, je sais pas, 1 500 € par personne», j'avais 15 personnes dans la salle et moi, j'étais payé pas grand-chose. Je me suis dit: «Mais attends, ouais, en fait, celui qui organise l'événement, lui, il va gagner beaucoup et moi, j'ai pas beaucoup». Donc je me tellement. suis dit: «Bah, c'est mieux d'être organisateur de ces formations que juste être formateur». C'est comme ça que je me suis dit: «Bon allez, on y va, on se lance», fin 2019 où, je crée, Acadie, centre de formation, en se disant: «Bah, c'est bien sympa d'être sous-traitant, mais c'est bien aussi d'être, soi-même un organisme de formation». Et bien sûr, bah, je vais voir Benjamin et je lui dis: «Écoute, bah, c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier. J'aimerais bien lancer un centre de formation dans le domaine de la blockchain, former des développeurs et c'est normal que tu fasses partie de cette aventure». Donc on l'a cofondé, tous les 2. Incroyable. OK. Bah, super, super intéressant, très bonne histoire et je pense que ça va passionner beaucoup de gens parce que c'est vrai que, bah, on sait que c'est un écosystème qui est un petit peu destructif. On rentre jamais dans l'écosystème de manière logique. Il y a toujours une histoire derrière, donc comme ça, on connaît ton histoire, on comprend un petit peu comment tu en es venu et c'est super, super intéressant. Félicitations aussi à toi pour avoir eu un esprit aussi ouvert 5 ans en avant, parce que c'est quand même pas facile, il y a 5 ans en arrière de se dire: «OK, je vais dans la blockchain», à l'époque où il y a encore des gens qui c'est encore le cas maintenant, mais de moins en moins qui se dit: «Bah, c'est un scam, c'est une arnaque, c'est ceci, c'est cela, c'est Sponzi». Enfin, tu as entendu parler tous les mots, ce qui est pas du tout le cas et on le sait très bien. Mais fallait avoir, bah, les reins solides, le mindset qui va avec pour se dire: «OK, malgré que ça soit compliqué, moi je vais y aller, je crois en cette technologie» et en plus de ça, bah, tu as fondé Acadie et c'est juste incroyable et actuellement, comment Et je tu peux rebondir sur ce pardon, ouais, sur ce ouais, que bien tu dis, sûr. en fait, pour corriger, mais en tout cas compléter, c'est qu'en fait, moi, je suis pas du tout rentré par, la crypto. Moi, je suis rentré par la Ah, traçabilité. Et Benjamin, je l'ai dit, il fait pas du tout de crypto sur sa blockchain. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'intérêt de la blockchain, la décentralisation et après, bien sûr, de s'intéresser aux cryptos, d'aller sur du bitcoin aussi, de l'ether et de se dire: «Mais on a besoin ensuite de former des gens» et notamment dans l'audit de sécurité qui fait un peu notre ouais. spécialité, chez Acadie, de former des développeurs qui soient vraiment capables de faire des smart contracts, très robustes, très fiables ou même d'auditer des smart contracts faits par quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est moi, je suis rentré par ça, en fait, par cette auditabilité, cette traçabilité, plus que par les cryptos. Bah et c'est intéressant parce que justement, il y a 5 ans en arrière, quand les gens rentraient dans la blockchain, c'était forcément par les cryptos, où il y avait peut-être 5 des gens qui rentraient pour autre chose que les cryptos, comme toi, mais c'était très Ouais, rare et toi, tu es rentré dans un autre et par un autre, une autre biais et félicitations à ouais, toi parce que ça t'a permis d'avoir vraiment, une vision beaucoup plus ouverte et après bien sûr, bah, tu as entendu parler des cryptos et tu as fait tout c'est ce que ça. tu as fait, mais c'est assez impressionnant. Félicitations à toi et aujourd'hui, Merci. la mission actuelle de Acadie, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu vois, son rôle dans la transformation actuelle, qui est en train de se faire dans l'écosystème Web3? Est-ce que tu peux nous dire plus sur ce que tu es en train de développer avec Acadie? Ouais, alors nous, on part d'un constat, c'est que en fait, le monde, il est en évolution exponentielle au niveau D'accord. technologique. Et donc de partir sur ce constat, de se dire que chaque jour qui passe, ça va toujours de plus en plus vite. L'exponentialité, c'est l'accélération de la vitesse. Et en fait, finalement, on se rend compte très vite qu'on est largué, en fait, dans tout ça. Ça change tous les jours. Aujourd'hui, c'est ChatGPT, demain, ce sera peut-être encore autre chose. Mmh. On change comme ça, on zappe d'une techno, à l'autre et finalement, on se dit: «Mais comment on fait, dans ce monde qui va trop vite et comment on se trouve, finalement perdu?» Donc nous, notre mission, c'est de préparer les entreprises au monde de demain. De se dire: «Le monde, il évolue, on a bien compris qu'il évolue très, très vite. Comment je reste dans la course?» Nous, on dit qu'on est des profs de surf, donc on surfe ce tsunami, qu'on a sur la gueule depuis, pas mal d'années maintenant et c'est quand même plus sympa de faire du surf que, voilà, de se manger la vague, en pleine tête. Donc on est basé sur, une envie en tout cas d'avoir des experts, donc de basé sur des gens qui savent faire, une équipe de formateurs experts, chacun dans leur domaine, à la fois dans la blockchain et dans l'intelligence artificielle. Vraiment, on se spécialise, on peut pas être bon partout. On se dit: «On va prendre 2 sujets, l'IA et le Web3 et on essaye de masteriser ces 2 sujets en se basant sur des références, françaises, dans ces domaines-là». Incroyable et actuellement, donc si je veux a avoir plus d'informations sur ce que tu fais, donc je dois bien sûr aller sur ton site internet. Comment ça se passe par rapport à ça? On peut te contacter directement depuis le site internet? Il y a un lien assez facile? Comment ça se passe si je veux aussi voir la liste des formations que vous proposez?
C'est tout est depuis, le site? Ouais, en fait, c'est acadie.fr, A-C-A-D-E-E, Acad tout le monde il y en a qui disent Acadé, enfin, on dit Acadie comme le Deezer. À la base, je l'ai pensé en disant: «C'est Académie du digital», donc ça fait dit, mais Ouais, un peu à la voilà, à la Deezer. Donc acadee.fr et là, vous avez la liste de toutes nos formations et puis après, moi, je suis très présent sur, LinkedIn, donc Sam Dumas, donc c'est, mon pseudo Sam Dumas sur LinkedIn. Voilà, merci pour, l'affichage. C'est exactement pas ça, de souci. voilà, je discute avec tout le monde avec, grand, grand plaisir. Après, si vous Trop voulez des cool. rendez-vous plus, professionnels, carrés, sur le site Acadie, en haut à droite, vous avez un lien «Prendre rendez-vous» et là, c'est un Calendly et là, on se cale, un petit call et puis on discute ensemble pour, synchroniser nos agendas. OK, bah, super. Bah, en tout cas, merci pour, l'information. Donc, n'hésitez pas à les contacter directement sur LinkedIn ou depuis le site internet, c'est super important. Si vous avez des questions, si vous hésitez, si vous voulez même en savoir plus, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais sur le podcast, c'est pour ça que c'est important de rester jusqu'au bout. Si vous avez plus de questions, bah, n'hésitez pas à le contacter directement. Donc actuellement, vous êtes présent dans plusieurs secteurs d'activité, donc on va dire blockchain, IA. Est-ce que Mmh. dans chaque secteur d'activité, c'est aussi divisé en sous-catégories? Oui, tout à fait. Alors, dans l'IA, en fait, on a une partie, formation et une partie service. Donc une partie, formation, donc on forme des entreprises à l'IA générative, à l'automatisation. On OK, forme aussi, les agences de communication, avec Midjourney et Alexis Choron, notre super formateur pour la partie création d'images. Donc, c'est la partie, agence de communication, on va dire, de beaux visuels, de belles photos. On forme aussi des photographes, enfin tout ce domaine, des gens qui travaillent dans le domaine de l'image. Des entreprises qui veulent se former à ChatGPT, à tous ces outils d'IA générative, de création de contenu au sens large. Et puis il y a une autre, division, on va dire, donc ça c'est Acadie Services et donc là on intègre, en tout cas on rentre dans les entreprises et le but c'est de créer dans un premier temps un prototype. On fait d'abord un audit et ensuite un prototype. Donc là on utilise aussi, les ressources de Synrune, donc, ProveUp avec, Hamza et Guillaume et qui, ont mis en place aussi, tout un une méthodologie, on va dire, pour accompagner les entreprises jusqu'à la création du prototypage et ensuite de la mise en service de l'exploitation, le développement plus long, et l'intégration, réelle avec les besoins de l'entreprise. Une fois qu'on a vu que ça marchait bien, trouver les bonnes ressources, les bons algorithmes et de l'intégrer en entreprise, là, c'est vraiment un travail de consultant, dire d'intégrateur, classique. d'accord. Très très intéressant. Je pense que c'est vraiment des métiers d'avenir. C'est vraiment là, on va vraiment sur l'avenir du digital et c'est là-dessus que tu t'es concentré, aussi bien pour la partie Web3, blockchain que la partie, IA. Comment tu vois, toi, l'intersection entre les 2? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait être matché, ensemble? Qu'est-ce qui fait que c'est l'avenir justement du digital? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie de comment ils se complètent ensemble et comment ils se complètent dans ta vision? Ouais, je pense qu'en fait, c'est important de se rendre compte que, en fait, l'IA, elle est là pour durer. C'est pas une mode, c'est pas une vague, c'est, voilà, on est, comme le dit, Gartner, on est au sommet de la hype, hein, sur cette IA générative. Ça va redescendre, mais ça va revenir. C'est des choses qui vont faire partie de notre quotidien. Ça le fait déjà partie, hein, dans Waze ou tout ça, on en a déjà, de partout, de l'IA. Mais en tout cas, dans les entreprises, c'est parti vraiment pour durer et ça va fortement impacter la façon dont on va travailler. Le problème, c'est qu'en fait, on va se baser sur des algorithmes qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. C'est une Ouais, immense boîte noire. Pourquoi ça répond ça? Ben, j'en sais rien. Sur quelles données ça a été entraîné? J'en sais rien. C'est du pillage. On se rend compte, Midjourney, ça a pillé, tous les Marvel et les blockbusters américains sans rien payer. ChatGPT, il a pillé les articles du Washington Post. Il y a plein de procès, qui vont arriver et de se rendre compte que finalement, ça manque énormément de transparence. c'est Et clair. ce qui tombe bien, c'est que la blockchain, elle apporte la transparence, l'auditabilité, la traçabilité. Donc en fait, on peut avoir, la combinaison des 2 pour enlever un petit peu tout ce qui fait, défaut à l'IA sur ce manque de traçabilité, d'auditabilité. On avait la chance au salon IA Web3 de rencontrer, en tout cas d'avoir dans notre panel, la responsable de l'IA de la gendarmerie, qui s'appelle Hisense de Sens. Ouais, Et génial. elle nous expliquait qu'à la gendarmerie, ils utilisent beaucoup d'IA. C'est pas pour fliquer les gens, c'est pour, traquer les délinquants, hein et surtout de dire les IA qu'ils vont utiliser, ça doit être auditable. Ils doivent comprendre pourquoi j'ai ce résultat-là. Sinon, ils s'en servent pas. C'est un critère, sine qua non, on va dire, dans l'organisation et l'usage de ces IA-là. Et en entreprise, finalement, on va nourrir ces algorithmes, on va donner nos données, c'est le cas de le dire, et finalement, peut-être se faire aspirer par la suite, via des failles de sécurité, comme on a vu déjà chez ChatGPT avec des gens qui ont fait fuiter, chez Samsung des codes sources, confidentiels. Chez Apple, par exemple, c'est complètement interdit. On n'a pas le droit d'utiliser ChatGPT. Ils ont bien compris aussi que c'est des gros backdoors finalement pour sortir de l'information. Donc comment on garde un peu cette structure, Ouais. référente, cette structure,
faut dire, traçable, auditable et la blockchain apporte une solution à ça. Ouais, c'est clair et je pense qu'on va avoir beaucoup du coup de défis et d'opportunités autour de ça. Des défis sur le fait justement de la partie confidentielle, les informations que peut partager, pas partager, les IA qui prennent de plus en plus de place. Donc là, c'est un gros défi. Comment on fait pour réguler cette partie-là? Parce que c'est comme toujours, hein, il y a la tech qui se développe et la régulation qui vient après. On ne peut pas déjà réguler quelque chose qu'on ne crée pas, qu'on ne connaît pas. Donc voilà, ça, je pense que c'est des défis. Puis il y a aussi encore plein d'opportunités derrière, notamment la possibilité de développer encore plus de choses, de se former, notamment grâce à ce que tu proposes. Quel est toi aussi ce que tu vois en termes de défis et d'opportunités dans l'écosystème IA, blockchain, etc. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur la partie juridique. Ça, c'est un énorme défi, effectivement, de Ouais, réglementer, tout ça. L'IA Act, donc en préparation, en tout cas, qui sera en 2026, hein, qui sera en application, concrètement, trop bien. mise en place par l'Europe. Donc ça, c'est le cadre européen qui cherche à structurer, à réglementer ces usages. Et là, pour le coup, un petit peu en avance de phase. On dit: «On va faire ce cadre et après vous, entreprises européennes, ben, regardez ce cadre et essayez de vous mettre dedans». Il y a des choses qui vont être interdites et des choses qui vont être surveillées, tolérées. Donc ça donne un peu une direction et c'est quand même pas mal pour, évoluer. Après, il faut que ce soit pas trop restrictif aussi et qui empêche notre innovation parce qu'on est en compétition mondiale avec les Américains et les Chinois, hein, Bah globalement ouais, sur ces sujets-là, qui eux font les lois un peu qui les arrangent ou en même temps les lois, à posteriori. Je discutais avec un avocat au Canada, il y a plein de startups qui se déploient, qui se lancent, qui lèvent des fonds et puis après il y a la réglementation qui arrive fait: «Ah non en fait, ton truc, interdit». Donc ça et c'est dommage en fait d'avancer comme ça avec un pas en arrière, enfin un pas en avant, 2 pas en arrière. L'Europe, c'est plutôt de totalement. se dire: «Voilà le cadre, OK, c'est les règles du jeu, tu les prends pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elles sont parties pour durer» et ça donne, ce cadre de développement d'entreprise. Donc voilà, 1er défi, le juridique, le réglementaire, on va dire, le légal. Le deuxième, c'est plutôt au niveau de l'entreprise. Moi, je dirais que c'est la prise de conscience. La Ouais. prise de conscience qu'en fait, on fait face à un changement de société avec des nouveaux outils qui arrivent, un peu comme, voilà, l'arrivée de l'électricité, l'arrivée de la lumière, voilà, l'arrivée de la, je sais pas, la bougie, ce qui a remplacé beaucoup de choses. L'automobile, là, par rapport au maréchal Ferrand, c'est voilà, des moments, de société où il y a un point de bascule avec des nouveaux outils, parce que ça reste un outil, finalement, qui arrive, mais ceux qui savent s'en servir vont dominer le monde. Et c'est pour ça que c'est important de se dire: «J'ai ça à ma disposition, comment je m'en sers? Comment je me forme? Comment j'accompagne cette transformation? Et comment surtout ça va impacter mes métiers?» Le métier de comptable, aujourd'hui, il a ses jours qui sont comptés. Le journaliste, on voit, en Allemagne, chez Axel Springer, il licencie à tour de bras des journalistes de desk, des gens qui font, réécriture de dépêches AFP. Le métier de Ouais. trader, le métier voilà, des gens qui font des très hautes études, on parle aujourd'hui de col blanc, le métier de col blanc, donc cadre, et cetera et qui sont fortement en risque si on ne sait pas accompagner ça. Donc la nécessité de formation, de former, beaucoup de gens. Ce que nous dit le World Economic Forum, c'est plus de 50 des métiers sont à reformer dans le Ah domaine du ouais, tertiaire. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup de monde à reformer c'est pour énorme. comprendre et toujours surfer cette vague, hein, comme je dis. Donc ça ouvre des opportunités de faire évoluer son métier, de changer, de se réinventer, de prendre ça vraiment comme un challenge et de se dire: «Ah c'est cool en fait, bah, ça fait 10-15 ans que je fais toujours la même chose, bah, je vais évoluer, je vais faire, d'autres choses, je vais apprendre de nouveaux outils». Il y a des nouveaux métiers aussi qui vont être créés comme, prompt engineer, des métiers, prompt artist comme, le fait Alexis. Mmh. Ça n'existait pas il y a même 2 ans. Et puis d'autres métiers qui vont s'amplifier, de tout ce qui est dans le domaine de la data, la gestion de la donnée, ce nouveau pétrole, hein, finalement que représente cette donnée sur laquelle on est assise et on a toutes les entreprises sont des montagnes de données, on a bien réussi à les emmagasiner, à les stocker, mais sortir la substantifique moelle, de se dire: «Quelle est la bonne information au bon moment que je vais réussir à interpréter, à sortir et à m'en servir avec une forme d'intelligence?» bah, là, j'ai besoin de nouveaux outils, de nouveaux métiers. Donc d'un côté, prise de conscience, nécessité de formation et en même temps, opportunité gigantesque d'évoluer, de se reformer, d'aller vers de nouveaux marchés et d'augmenter, finalement son chiffre d'affaires quand on est une entreprise. Et donc, qui mieux que Acadie pour pouvoir se former dans le secteur de l'IA et de voir justement les nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Je comprends bien, c'est très intelligent. Je suis tombé sur un post LinkedIn ce matin, c'est assez rigolo. Hem, je me souviens plus vraiment quel était le contexte, mais la personne disait qu'à ce jour, c'est mieux de pouvoir être jardinier que, je crois comptable, quelque chose comme ça.
sans dénigrer le métier de comptable, sans dénigrer le métier de Oui. jardinier, mais avec la concurrence de l'IA, bah, c'est sûr qu'en étant jardinier, tu auras beaucoup moins de concurrence que tu seras dans le secteur comptable. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu restes dans le secteur comptable standard et tu vas te faire dépasser, bah, soit tu te formes tout simplement et tu utilises cette technologie pour continuer à grandir et continuer à te développer. Et pour l'instant, sur le marché, il n'y a pas beaucoup de formations qui existent, c'est vrai. Et Non. heureusement que tu en proposes parce que ça peut aider énormément de gens à comprendre justement cette technologie et qu'est-ce qui est en train de se faire. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a toute une partie pédagogique derrière Acadie qui va aborder justement aussi bien la partie formation, la partie compréhension, la partie éducation de tout cet écosystème et toutes ces technologies émergentes. Et est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre processus, quelles sont vraiment vos idées, votre concept que vous voulez mettre derrière pour continuer à former sur cette technologie? Nous, on est parti d'un postulat, c'est de se dire à chaque fois qu'on va proposer une nouvelle formation, bah, déjà, je pense que tu as compris, on n'en propose pas énormément, un peu comme dans un restaurant, hein, on a une carte assez restreinte, mais on cherche à faire de la C'est bien, qualité. Et le but, bravo. c'est pour chaque formation qu'on propose, d'en faire la meilleure formation de France. Ça, c'est vraiment le postulat de base. C'est ce que je passe mes journées à dire à mes formateurs, à tous les gens qui travaillent, avec Acadie, c'est qu'à chaque fois, on vise le meilleur, on vise l'excellence et d'apporter le meilleur, c'est à la fois dans la pédagogie, dans la flexibilité aussi qu'on peut apporter, à nos apprenants et puis dans la qualité des formateurs, hein, donc dans le sourcing, des formateurs, comme notre formation, pour être développeur blockchain. On a travaillé avec Martino Bettucci, avec Romain Bayeul, avec Lorcan Rasduel, avec ProveUp, voilà, Trop avec cool. des talents reconnus en France qui nous ont apporté leur expertise. Et aussi, on revoit la pédagogie, une façon nouvelle d'apprendre, c'est de se dire, en fait, on va écouter nos apprenants. Et c'est pour ça qu'on a revu complètement notre pédagogie cette année, puisque l'année dernière, on faisait des formations assez classiques en visio, rendez-vous à 18 h avec votre formateur, etc. Et en fait, c'était Mhm. très difficile à organiser pour les apprenants. Parce qu'à 18 h, bah, il faut aller chercher les enfants à l'école, ils sont pas forcément disponibles, ils vont Ouais, manquer un cours sur 2, et cetera. Donc on s'est dit: «Ben, en fait, comment l'IA pourrait aider la pédagogie?» Et c'est pour ça qu'on a donc travaillé avec, les équipes de ProveUp et Synruin pour développer une intelligence artificielle qui va aider les apprenants dans leur développement de code. Là, on parle de développement de Solidity, hein, donc langage pour les smart contracts Ether, donc Ethereum, ok. qu'on apprend à faire d'information. Et donc là, on a développé une IA qui va aller lire les dépôts Git. Là, je rentre un peu dans le technique, je suis désolé pour ceux qui sont moins techniciens, mais l'IA va Non, mais c'est regarder génial. là où on pose le code, hein, voilà, globalement, on pose le code, il y a un dossier, et l'IA va regarder l'intérieur de ce dossier, va analyser le code et faire des retours automatiques. Donc, disponible 24 heures sur 24. Si les gens veulent travailler la nuit, le soir, le matin, ils s'organisent comme ils veulent. Et l'IA va lire le Incroyable. code et faire des retours de correction en se mettant dans la peau d'un formateur. C'est-à-dire qu'elle va pas dire la réponse. Elle va pas dire Jean, ligne 22, change ça, change ça. C'est là, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Je serai toi, Trop j'irai cool. voir telle documentation avec un lien vers la doc Ethereum, etc. Donc, sans donner la réponse, de se dire, bon, là, tu peux faire un petit peu mieux. Et donc, d'encourager aussi tous les jours de regarder, est-ce qu'il y a eu des dépôts, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites. Bon, tiens, Jean, pourquoi tu n'as pas eu ton dépôt hier? Ça serait bien que tu le fasses un peu aujourd'hui. Le projet avance, on attend ça de toi, etc. Donc, on a le petit coach IA qui va être là pour analyser le code. On a enregistré toutes les vidéos avec, je vous ai dit, les formateurs un peu experts français, francophones, pour faire le contenu théorique. Beaucoup, beaucoup de pratique. On est orienté projet. Ça, c'est vraiment notre méthodologie. Et ce qu'on se dit, c'est que, en fait, la compétence clé aujourd'hui, c'est pas bah, de savoir, parce que ça, tu as YouTube, il y a plein de trucs pour le savoir. Par contre, c'est d'apprendre à apprendre et de former des gens dans cet apprentissage permanent. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain. Tous les protocoles, les standards qu'on peut avoir sur la blockchain, ça évolue. Donc, on a toujours des sujets de formation permanente. Et nous, on essaye de Ouais. donner cet état d'esprit, de se dire, bah, vous allez quelque part vous débrouiller un peu par vous-même. On va vous guider, et on va vous orienter clairement dans les sujets à apprendre. Mais qu'à la fin, c'est que vous puissiez devenir autonome. Et c'est ça notre mission, c'est de devenir autonome, de former des gens qui savent continuer à apprendre, de lancer un peu une roue et qui finalement ne s'arrêtent jamais. Donc excellence donc dans le programme, dans les formateurs et dans la pédagogie de chercher à mixer les outils, les IA quand il y en a besoin pour apporter cette flexibilité-là et d'être dans une philosophie d'apprentissage permanent. Mais c'est super intéressant parce que en fait, on se rend compte que, bah, déjà, il y a une grosse réflexion derrière. Ça, c'est super important et on voit qu'il y a cette opportunité
notamment de se faire corriger quasiment en 7-7, 24-24. C'est quelque chose de C'est formidable. ça, Pour l'instant, j'ai jamais vu ça, c'est ça. donc vraiment bravo et hem Et en plus, et on a ça donne toujours de envie. l'humain, hein. Ouais, il y a toujours de l'humain. C'est de dire ça remplace pas parce qu'on dit: «Ah oui, il y a des vidéos et tu as de l'IA, il y a plus de formateurs». Si, si, on a encore les formateurs qui sont là Bien en sûr, humain, ils sont disponibles en chat ou en visio, donc voilà, vous organisez quand vous voulez en fonction de vos calendriers, respectifs et donc là, on trop a bien. toujours de l'humain. En fait, on n'a pas viré l'humain, c'est complémentaire. On va dire le formateur augmenté, comme tu dis 24/7 pour la partie correction des exercices et la partie projet et la partie humain quand on veut poser des questions et on veut discuter avec, quelqu'un sur une problématique qu'on rencontre. Et du coup, ça vous permet d'avoir vraiment cette partie éthique et pas de se dire: «OK, juste on travaille avec l'IA et vous apprenez sur l'IA», mais ça vous donne la possibilité aussi de montrer que vous êtes là derrière et que vous avez une certaine forme de logique et d'aide parce que vous êtes là vraiment pour accompagner, bah, les personnes que vous formez, les élèves et du coup, vous avez vraiment cette vision et comment vous faites pour intégrer justement cette partie, d'avoir le bon équilibre entre le développement et l'utilisation de l'IA, du Web3 et cetera? Comment vous faites pour avoir le bon équilibre? Parce que ça fait encore peur à beaucoup de gens, hein, le quand on entend parler d'IA. Moi, je sais que si j'en parle demain à ma grand-mère, je lui parle d'IA. Ouais. Elle comprend pas et elle a peur. Donc, comment tu arrives à avoir cette facilité d'expliquer, en termes, d'éducation, en termes j'ai perdu le mot, mais voilà, en termes d'éducation et en termes de le mot reviendra, mais c'est pas grave. Mais comment tu fais pour, justement développer cette partie-là et faciliter la connaissance des gens sur l'écosystème et qu'ils aient pas peur et voilà, qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de très positif derrière? Alors en fait, il y a peut-être je vais te répondre en 2 parties. La première, c'est nous, on Ouais, s'adresse déjà à des gens qui sont déjà développeurs, donc eux, ils sont déjà un peu dedans, quoi, donc c'est assez facile. Il y a pas tellement de pédagogie ou de leur expliquer les tenants, les aboutissants, comment ça fonctionne. Ils baignent ouais, dedans. Voilà, on est développeurs, c'est assez logique et c'est une population, on va dire, assez friande de toutes ces technologies-là, donc la barrière à l'entrée ou l'apprentissage, il est assez facile, à faire. Par contre, la réponse, elle est plutôt sur le domaine des entreprises. Nous, dans l'Aube, on est un tissu de TPE-PME, donc c'est même dans le domaine des militaires, hein, c'est la même chose, hein. Moi, je forme beaucoup, des ministère des armées sur la partie gestion de projet. Il y a beaucoup de questions et toujours, moi, ce que j'entends tout le temps, c'est, «Ah ouais, mais on est à la retraite, ça va piquer mon boulot», et cetera. Ça, je l'entends tous les jours, tous les jours. Donc ça, c'est un peu une peur, on va dire peut-être parfois une réalité, hein, faut pas se voiler la face, c'est que dans certaines entreprises, on le voit déjà, Onclusive, à Paris, eux, ils ont viré les 2 tiers de leurs salariés, c'est les licenciements de ChatGPT, ça arrive. Mais en fait, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quel est l'objectif? Moi, j'aime bien ce que dit Asma Mala, hein, c'est le progrès social. Quel progrès on apporte à la société à travers ces technologies-là? Si c'est seulement faire du bénéfice, bah, à ce moment-là, on va en bourse, je sais pas, on fait, trader, on boursicote toute la journée, on achète, des armes et du tabac et voilà, on gagne bien sa vie. Non, en fait, ouais, c'est de se dire: «Qu'est-ce que j'apporte de plus?» Je crée de l'emploi, je forme des gens, j'accompagne cette transformation et de se dire: «En fait, c'est l'humain, c'est pas la techno». En fait, c'est le problème, il est pas dans la technologie, c'est juste des outils, des algorithmes. C'est par contre, c'est comment clair. j'apporte cette transparence et surtout, nous, ce qu'on dit, c'est de faire une charte éthique. C'est plutôt qu'avant de commencer à s'en servir et à chercher à jouer, de se dire: «Ah ouais, c'est génial». Il y avait une grosse mutuelle, qui m'appelle, qui dit: «Ah ouais, on s'est rendu compte, si on utilise ça, on peut licencier 200 personnes». Je fais: «Bah, c'est bien, c'est une prise de conscience», mais en fait, il dit: «Nous, on veut pas licencier 200 personnes. Par contre, bah, comment on fait? Comment on accompagne? Comment on augmente, notre personne?» Et pour ça, bah, faut se poser et nous, on a créé un canevas de charte éthique. Déjà, la première question, c'est: «Pourquoi faire?» Qu'est-ce que je veux que ça fasse? Est-ce que c'est des tâches à faible valeur ajoutée? Les petites mains finalement qu'on voilà, ça embête tout le monde et l'IA peut être là pour aider et améliorer la qualité du travail? Ou c'est des tâches à grosse valeur ajoutée? Et là, à ce Ouais, moment-là, bah, c'est d'autres enjeux, qui se passent. Donc ouais, pourquoi totalement. faire? Ensuite, c'est comment on le fait? Comment je forme? Comment je communique? Est-ce qu'on va avoir les syndicats qui vont se mettre, vent debout et tous en grève parce qu'on a juste dit le mot intelligence artificielle? Tu vois? Donc on n'y va pas un peu, comme des gros bourrins, quoi. Et pour ça, on a besoin de faire une analyse d'impact. On se dire: «OK, on a compris, ça, on n'y touche pas. Ça, ça reste de l'humain et on veut toujours que ce soit de l'humain». Par exemple, le centre d'appel, bah, centre d'appel, on peut faire de la synthèse vocale, très, compréhensible et ça énerve tout le monde de taper 1, taper 2 ou, même une syn on a besoin de parler peut-être à un humain et c'est pour ça que je te le dis, c'est des cas concrets, hein, de se dire: «Est-ce que, bah, ça, on le transforme ou est-ce qu'on le garde?» Et ça, c'est une volonté, Ouais, ouais. politique, de l'entreprise. Parce que, ça marche très bien, hein, des IA qui te font de la synthèse vocale et qui répondent, au téléphone.
jusqu'où je veux aller en fait. C'est mettre ces lignes rouges, un peu ce qu'on disait avec l'autoroute, hein. Il y a des barrières, il y a des choses où j'y vais et d'autres où j'y vais pas. Et quand c'est clair pour la direction, bah, c'est clair ensuite de l'exprimer au syndicat et aux représentants du personnel. Donc voilà, comment dire? Cette vision d'entreprise, elle est nécessaire avant de commencer à réfléchir à quelle IA je vais faire et comment je vais, utiliser quelle technique ou quel outil et de toute façon ça évoluera, tout le temps. Par contre, cette volonté, elle est fixe, en tout cas pour quelques années en tout cas, de se dire: «Pourquoi je le fais et comment je le fais?» Très intéressant. C'est une super bonne vision et merci de la partager et on voit vraiment qu'il y a cette partie, tu as toujours quand même cette façon éducative d'expliquer les choses, et que voilà, comme tu le dis, même si effectivement, bah, il y a certains métiers qui peuvent évoluer, qui peuvent changer, bon, bah, l'idée c'est aussi de savoir ce qui se passe, le comprendre, et pour ça, tu as fait quelque chose qui est incroyable, c'est un événement, sur lequel tu as rassemblé énormément de personnes. Donc tu es cofondateur, de IA Web3 Event, donc à 3 et Mmh. grâce à aussi cet événement, tu permets au public, au retail, mais aussi donc forcément aux entreprises de la région de Troyes et sûrement d'un peu plus loin, de venir, de prendre un petit peu de l'expérience sur ce qui est en train de se passer, de voir ce qui est en train de se passer, de se confronter peut-être à des cas d'usage et de continuer à apprendre et à comprendre. Tu es toujours dans cette philosophie de partager ton expérience et faire apprendre les gens. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, bah, voilà, quels ont été les retours, comment s'est passé cet événement, quels étaient les objectifs à la base et est-ce qu'il va y avoir un prochain événement? Enfin, dis-nous-en un peu plus. Alors, je vais te donner un scoop. Mais Première non. fois qu'on en parle officiellement, donc on avait un peu un teaser sur LinkedIn en disant: «Ah attendez, il va se passer un truc». Allez, scoop pour Token Stalker. Oui, il y aura un IA Web3 2 qui sera à Angers. À Attention, Angers, mais génial! première fois qu'on le dit officiellement, IA Web3 à Angers, donc avec Martino, le cofondateur d'IA Web3 et donc avec Mehdi Labani, hein, donc on reste toujours le Ouais, trio, co-organisateur de cet événement. On a fait le IA Web3 à 3, voilà, c'était un peu le jeu de mots qui me trottait dans la tête. Je connais bien, donc la Technopole aussi qui nous a accueillis, à l'époque et celui qui s'occupe d'accompagner les startups, qui gère la Technopole, m'avait dit, «Pas de problème Samuel, j'adore ton idée, fais ce que tu veux». Voilà et ça, c'était génial d'être, accompagné comme ça par le lieu, et il m'avait dit: «S'il y a 100 personnes à ton événement, ce sera un succès» et on a été plus de 150. Donc on était super, super waouh, contents, de génial. l'organisation, des retours. Les gens sont venus de toute la France, même de Suisse, de Belgique. Hem, on a du très, Ah très ouais, beau monde, trop hein, bien. pour aller voir les replays aussi, qui sont disponibles. On a Louis-Alexandre de Froissart, on a voilà des grandes stars aussi qui se sont déplacées pour notre Ouais, événement, donc on était ravis de la qualité des tables rondes et nous, on voulait quelque chose à taille humaine. En fait, moi, j'avais fait Web3 à Lille, j'avais adoré, on était exposants là-bas, c'était, gigantesque et je me suis dit: «Waouh, c'est trop bien!» Puis vu que les gens, ça parle, ça se rencontre avec le confinement, tout le monde fait des vidéos, machin, il y en a marre de se voir en vrai. Ah mais quel plaisir, quoi! Voilà, j'étais reparti de Web3 Lille comme ça. Après, je suis allé faire, Web3 Lyon de Sébastien et je rencontre, Martino qui est en fait, Martino, il est, jury, chez nous, donc jury d'examen. On l'appelle le sniper parce qu'à chaque fois, il est très incisif dans ses retours, il va chercher les failles de sécurité et tout. Là, c'était aussi l'occasion de se voir en vrai trop bien. et on se dit: «Attends, j'aimerais bien faire un événement» et lui il dit: «Ah, ça tombe bien, moi aussi». J'avais ça dans la tête. Donc, on commençait à Ah! discuter et là, on s'est tapé la main à Lyon, donc à l'événement de Sébastien. On se dit: «Allez, on fait un Web3 à 3 et le prochain, on le fera à Angers, chacun dans sa ville, en fait». Donc c'est comme ça que c'est OK. parti, on s'était rencontrés, donc on se connaissait en visio, on s'est vus, en vrai et puis on avait chacun cette volonté de monter ça et on s'est dit: «Bah, on a besoin aussi d'avoir un expert de l'écosystème qui connaisse parfaitement, quel speaker avoir, qui contacter». Voilà, on dit: Donc «Allô, oui, c'est Mehdi. Samuel, c'est qui toi?» Voilà et Mehdi, lui, il connaît très, très bien tout ça. Il a, ce carnet d'adresses, exceptionnel. Donc, il nous a fait l'honneur de nous rejoindre pour s'occuper de cette partie-là, aussi trouver tous les partenaires, qui nous ont accompagnés, qui ont réussi à financer aussi, cet événement. Donc vraiment merci à lui, merci à nos partenaires aussi, qui nous ont suivis parce que pour un premier c'est vraiment pas facile. Un premier c'est, «Allez, pars devant et je te suis, on verra, si ça marche», quoi. C'est un peu C'est ça, hein, clair. qu'on fait moi je connaissais pas du tout le milieu de l'événementiel, donc c'est un milieu, comment dire? Chronophage. Vraiment, moi, je m'attendais pas à que ce soit aussi, complexe à organiser, à toutes les penser à tous ces sujets-là. C'est vraiment une découverte où, pendant 4 mois, j'ai pratiquement pas dormi, là, le dernier mois, je me couchais à 4 heures, je me levais à 6 heures, tu vois? C'était très, Ah ouais. très, très
Donc on a énormément travaillé dessus et les retours, bah, ça a été exceptionnel. À la fin, tout le monde, ouais, je te dis, c'était à taille humaine. Donc les gens se connaissaient, il y a eu beaucoup de networking, il y a même des couples qui se sont créés, c'est un truc de fou. Mais Là, non. je voyais, mais attends, parce que enfin, il y a une dame que je connaissais, je connaissais son copain et puis après là, je vois, mais attends, elle est avec quelqu'un d'autre. Je fais: «Ah ouais, bah, on s'est rencontrés à Web3, c'était génial, machin». «Ah ouais, Ah! d'accord», donc C'est bien. c'est rigolo. Et puis Mmh. beaucoup d'entreprises, des relations, pro, hein, des gens qui travaillent, aujourd'hui ensemble. On a connecté un peu tous ces gens qui étaient un peu puzzle, quoi, chacun dans son coin et puis de dire maintenant il y a beaucoup d'entreprises, des avocats aussi qui ont trouvé des missions, des clients, grâce à cet événement. Donc on est vraiment ravis aussi de ce travail de mise en relation parce que c'était vraiment à taille humaine, quoi. 150, c'est pas, 1000 personnes comme des gros events. Ah Et mais puis c'est la ville de génial. Troyes aussi qui est très sympa, voilà, le truc pour la petite anecdote si tu veux, c'est donc c'était jeudi, vendredi et le jeudi, la France, c'est le pendant la coupe du monde de rugby, et donc le jeudi, en fait, il y a plein de putain, j'avais pas compris ça, mais en fait, il y a plein de gens qui viennent de loin à Troyes et ils ont rien à faire, en fait, le soir du premier jour. Mmh. Je dis: «Bah, qu'est-ce qu'on fait?» «Ce soir, c'est match de rugby. D'ailleurs, Samuel, tu nous trouves un bar, on va aller regarder le match de rugby». Je fais: «Ah bah, super, avec plaisir». 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 24 personnes me demandent ça. J'ai pas trouvé comme ça du jour au lendemain, enfin même pas de l'heure pour l'heure d'après, un bar où tu peux accueillir 24 personnes. Donc là, bah, je connaissais un bar un peu sympa, machin, il dit: «Ah t'inquiète et tout, on te réserve la salle et tout, vous serez bien» Oh, et trop voilà. bien. Mais c'est aussi de faire mêler le perso, tu vois? De connaître un bar, local, puis comme ça au pied levé d'organiser des trucs et de passer une super soirée avec tous ceux qui étaient là et finalement il dit: «Bah, on a passé une super journée et on a passé une super soirée» parce que finalement, bah, on avait que Trop ça à cool. faire, hein. Le soir, l'événement est fini. Donc voilà, c'est ce que ça a mélangé, toi, tout le les connaissances perso de la ville et un peu la mise en relation pro qui a pu se faire. Donc voilà, ceux qui Génial. veulent faire un événement, bah, Bon attention courage. parce que c'est vraiment beaucoup de travail et courage. Nous, on a envie aussi de développer, pourquoi pas une licence, tu vois? Ou une marque. Il y a Web3, profiter aussi de le LinkedIn qu'on a maintenant qui a plus de 650 membres. Donc aussi d'avoir ce Waouh! portail de visibilité, tous les kits de communication qu'on a développés et qu'on peut mettre à disposition de ceux qui ont envie d'utiliser ça comme une franchise, finalement. Ouais, ça peut être très malin. Ça peut être développant parce que là, effectivement, vous êtes pas forcément bloqué sur 3 parce que vous faites 3 Angers, pourquoi pas une C'est prochaine ça, ville ailleurs et du coup, ça vous c'est permet de, ça. voilà, peut-être d'en développer un petit peu partout. C'est super intelligent. Il faut combien de temps pour organiser un événement? C'est-à-dire au moment où vous êtes Ouais, serré dans la main et vous êtes dit donc quand vous étiez à Lyon et vous êtes dit: c'est «OK, en on va mai, ouais, sortir c'est ça, l'événement». c'est en mai. Il a fallu combien de temps? Ouais, alors en fait, comme on connaissait ni l'un ni l'autre, hein, l'événementiel, on a dit: «On va faire ça fin septembre». On regarde nos agendas, fin septembre, il y avait pas beaucoup aussi de conf toi, c'est plutôt juin Ouais, aussi les moments où il y a beaucoup de conf, mai, juin et septembre, c'était assez libre en termes d'événements, donc on s'est dit: «Allez, on y va fin septembre». Sauf qu'on n'avait pas du tout anticipé le volume de travail et surtout juillet, août où il se passe rien dans les bah, boîtes. oui. Va trouver un partenariat qui va te signer un chèque en juillet, août, c'est mission impossible, quoi. Il faut la validation du chef, du machin, et personne n'est là en Mmh. même temps, donc c'était une horreur. En fait, pour répondre à ta question, c'est généralement on dit c'est comme un bébé, c'est 9 mois. Ah Voilà, ouais. 9 mois de gestation pour lancer un événement, 9 mois de travail et là, tu es bien. 9 mois, c'est pas la précipitation et nous, finalement, on s'est tapé la main mi-mai. Après ça a fait, juin. Juillet, août, il y avait pas grand monde aussi. Donc nous, on a avancé de notre côté, mais toutes les validations, les partenariats, c'était compliqué. Début septembre, Mehdi, il a mis un énorme coup de collier, il a remué tout son carnet d'adresses pour nous trouver, les partenaires, mais ça, c'était un exploit et on a fait l'événement fin septembre. Tu vois? Ouais, Donc donc 4 finalement, on a mois fait en voilà. dont 2 qui sont juillet et août, qui sont même pas considérés comme des mois. C'est ça. Waouh! Donc ouais, ça a été chaud, voilà. Après on a eu un bonheur, immense, c'est qu'on a reçu le trophée, de l'innovation, donné par la CPME et le journal L'Est éclair donc en décembre, on s'est retrouvés donc Mehdi et Martine sont revenus à Troyes, on était dans le grand salle des congrès et donc on est venu sur scène, récupérer notre trophée aussi qui récompensait aussi le fait de faire vivre le territoire et c'est ça aussi, toi quand tu es à Paris, tu es un peu perdu dans la masse et dans tous les événements qu'il y a et c'est, un peu côté sympa, d'être en région où, finalement tu organises un truc un peu, qui marche bien, bah, tu as une belle visibilité et les gens, sont là pour te remercier. Ouais, ah, ça doit pas être facile et puis même aller chercher des sponsors. Vous avez réussi à Oui. trouver des sponsors locaux? Vous avez dû trouver des sponsors que de l'écosystème Web3? C'était un petit peu mixé? Ça doit être sport, hein, de trouver des sponsors, dans un délai aussi court en plus?
Ah oui, ça, c'est un métier. Vraiment, c'est du carnet d'adresses, c'est de la relation. Faut connaître les gens. C'est pas, toc toc toc, «Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner, 1 000 €, 2 000 €?» Ça marche Ouais, pas, en fait. C'est qui? En plus, pour un premier événement, tu as aucune référence, tu as rien. C'est, vraiment nous, on a eu la chance d'avoir donc, InVivo. Donc moi, je connais le directeur de l'innovation, Benoît Rousseau, chez InVivo, qui voulait monter un hackathon autour de la blockchain et de l'IA. Donc il trop s'est bien. dit: «Bah, ça tombe bien», et nous, on voulait faire avec, Martino une partie hackathon avec les étudiants. Bah, ça vraiment, on a fait tout. On a fait 2 jours, alors que c'est un jour, généralement, c'est plus simple que 2 jours à organiser. On faisait des talks avec des speakers, plus des ateliers pratiques, et en plus, un hackathon, étudiant avec, l'UTT, donc l'école d'ingénieurs, de Troyes. Donc on a mis, tout ce qu'il fallait pour faire un truc, explosif. En même temps, ça a bien marché, mais bon, c'était beaucoup de boulot. Et donc, InVivo était intéressé pour nous accompagner donc sur le parti, partenariat, et de profiter du hackathon étudiant pour soumettre leur projet. InVivo, ils font, beaucoup, c'est un énorme, industriel céréalier, donc dans le côté, agriculture. Et puis on a aussi la Banque de Lubac. Banque de Lubac Ouais, aussi, énorme, merci à eux parce que, ils ont cru, en notre projet. Et ça, c'est une rencontre qu'a fait Mehdi, quand il est allé, à, Biarritz, Bitcoin, ouais, Surfing sur Feed Bitcoin Bitcoin. Biarritz. Donc c'est là qu'il a rencontré les patrons, ils ont discuté et ils se sont dit: «OK, on vous accompagne». Donc faut se rencontrer. En fait, c'est ça. Moi, je pensais que c'est un petit mail: «S'il vous plaît». En fait, non, c'est ton mail, il n'existe pas, il part à la poubelle et personne n'entend parler. Ouais, Faut c'est rencontrer sûr. les gens, c'est vraiment, manger Le avec eux. réseau. Le réseau, ouais, exactement. Ah, très, 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 très intéressant ta vision et du coup, est-ce qu'on a déjà la date du prochain, à peu près? Ça sera toujours au mois de Alors, septembre? Est-ce que tu ouais, sais à peu ce près? sera non, non, cette fois, on le met en novembre pour justement qu'on ait le OK, temps, d'organiser, qu'on soit moins dans la précipitation. La date, elle est pas encore tout à fait, définitive, donc je préfère pas encore vous dire une date, qui soit pas juste. On est en train de valider aussi avec la salle, et donc à partir de OK. mais bon, en tout cas, on a prévu, courant Mmh, novembre à Angers. OK. Donc pour les personnes qui nous écoutent, connectez-vous au LinkedIn, de l'event, c'est super important. Allez sur le site internet également, c'est super important. Prenez le temps de, voilà, de vous renseigner de ce qu'ils font et comme ça, vous pouvez avoir un système de notification. Vous allez avoir les informations dès que la date va sortir. Si vous n'avez pas eu la chance de voir celui de 3 et que vous n'êtes pas très loin d'Angers, c'est super, ça se rapproche de vous, donc allez-y, profitez-en. Regardez pour les billets, regardez pour le ticketing, regardez tout ce que vous pouvez faire justement pour aller voir bah, ce super événement. En tout cas, moi, j'ai eu que des bons retours par rapport à cet événement, donc n'hésitez pas à le regarder. Si vous êtes des sponsors, si vous êtes des partenaires, si vous êtes voilà, n'importe qui, n'hésitez pas, contactez Samuel dans tous les cas. Bah, voilà. Quand on fait un événement, on part de zéro. Il l'a dit lui-même, c'est pas facile. Et quand on démarre de zéro, bah, on a besoin d'aide. Et voilà. On a vu qu'ils ont été capables de faire un truc formidable en 4 mois. Donc imaginez s'ils ont un peu plus de budget et un peu plus de temps, ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à contacter Samuel, c'est très, très important. Merci Au beaucoup, niveau ouais, de bah, avec plaisir, en tout cas, vraiment merci. force à toi, hein, pour ce que tu fais. Nous, on a participé à pas mal d'événements. Alors, la société Token Talkers n'était pas créée quand tu avais fait, Web3. Après, on a participé depuis à d'autres événements. Souvent, on est appelé pour participer comme, partenaire média dans plein d'events et je sais, je vois l'envers du décor du coup parce que, bah, je participe avec les teams, je vois un peu le développement et tout. Je comprends l'envers du décor et je sais que c'est une galère, vraiment. Le résultat final est toujours joli et incroyable, mais je sais que c'est une galère parce que c'est beaucoup de travail. On ne se rend pas forcément compte et je dis pas une galère à organiser parce qu'on prend du plaisir, mais en fait, on se rend pas compte de l'ampleur de la tâche. Et c'est important de pousser des personnes et des événements qui prennent leur courage, qui prennent leurs risques et qui décident de se développer. Donc vraiment, non, grand bravo à toi et force à vous bah, pour le prochain. Et en plus, on a eu la chance d'avoir l'exclusivité que ça sera à Angers pour Token Talkers. Donc c'est vraiment, vraiment un plaisir. Merci, merci Samuel pour ça. Euh, L'idée que tu as eue, toi, par rapport à toute la partie événement, la partie formation. C'est vraiment avoir une seule et même vision, c'est la transformation digitale. On sait que c'est un de tes secteurs d'activité favoris, peut-être même le numéro un. Est-ce que tu peux nous expliquer hein, comment tu as cette vision par rapport à la transformation digitale? Est-ce que ça fait un petit moment que tu es dedans ou c'est seulement à partir du moment où tu t'es mis sur la blockchain? Comment tu organises cette transformation? Est-ce qu'on peut te contacter aussi pour ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, moi je te dis, ça fait depuis 2002 que je suis dedans, hein, Oh, donc c'est vraiment mon sujet, mon secteur d'activité, même tout petit. En fait, si on formidable. remonte encore plus loin, c'est que, en fait, mon père, il était directeur de recherche au CNRS, et ça a été toi, le CNRS, donc centre de recherche, français à Grenoble, et ça a été un des premiers à avoir internet.
je crois OK. 96-97, dans ces eaux-là. Et donc on avait en fait, on piratait globalement la ligne de son bureau en se connectant depuis la maison. Donc on avait internet à la maison et moi ça Il y a m'a fait, prescription maintenant. ouais, c'est ça. Et donc, on avait même un Apple IIe, moi, à partir enfin, mon premier ordinateur, je l'ai eu à 4,50, sur les premiers Apple noir et Waouh! blanc, on jouait une espèce de Pong, là-dessus. Donc voilà, j'ai baigné dedans depuis tout petit. J'étais biberonné, à ça, encouragé aussi, dans ces sujets, dans ces études aussi que j'ai fait après, par la suite. Mais vraiment, pardon, j'ai perdu ta question. Je suis reparti un peu Non, c'est nostalgie dans ma tête. Mais c'est trop bien. Non, mais c'est ça, ça fait en plus plaisir. On vous sent la passion et vraiment la partie formidable. C'est comment tu as. Bah, alors, déjà, dans un premier temps, c'était depuis quand tu as vraiment cette vision de la transformation digitale. Donc, oui, effectivement, c'est largement avant la blockchain. Ça faisait, je pense, la blockchain n'était encore pas dans la vision de Satoshi Nakamoto et de tous les gens qui ont développé des blockchains derrière. Donc, oui, effectivement, ça fait depuis un petit moment. Et comment tu en es venu à te dire, OK, bah, la partie digitale, la partie internet, elle va sans cesse évoluer. C'est un secteur d'activité qui est nouveau. Comment tu en es Mmh. venu à te dire: «OK, moi je connais internet avant tout le monde, je sais qu'il va y avoir des transformations, mais la transformation digitale, c'est pas juste l'internet qui évolue. Mmh. C'est Mmh. que des sociétés te contactent et qui te disent: "Samuel, moi je veux évoluer avec ces nouvelles technologies, comment je fais?"» Et est-ce que tu peux du coup nous expliquer, bah, comment ça se passe? Je suis une société, je veux évoluer dans la transformation digitale. Quel est le process? Comment ça se passe? Vraiment, je sais que tu as des accords de confidentialité, tu peux pas tout dire, mais voilà, comment ça se passe au niveau de l'évolution, de la transformation digitale, l'accompagnement, le coaching un petit peu à peu près que tu fais, que tu proposes pour, justement cette transformation digitale pour le B2B? Ouais, alors je t'ai dit pendant longtemps j'étais chef de projet digital, donc je baignais dedans pour, des entreprises, pour des clients et puis, après j'ai refait un master, donc 97, je refais un pardon 2017, je refais un OK, master 97 j'étais un peu 2017 et donc, je fais un master en coach consultant. Donc, je d'accord, reprends des études pendant 1 an de coach consultant et là, je découvre un outil qui s'appelle la spirale dynamique de Claire Graves. C'est un outil qui a été élaboré dans les années 60, qui, par un psychologue, à l'université de New York et qui, après coup, a servi, notamment à accompagner Nelson Mandela pour sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et en fait, c'est un outil qui est utilisé par les plus grands coachs, les plus grands consultants pour accompagner des transformations profondes. Que ce soit toi d'un OK, pays, passer de l'apartheid à un modèle plus démocratique, plus ouvert et aussi utilisé aujourd'hui par les plus grands consultants pour faire du management interculturel, du management de transition. Et donc je découvre cet outil, dans mon master et là je me prends une claque, phénoménale. Je me suis dit: «Mais c'est incroyable». En plus ça marche, tu pour accompagner des transformations de pays, de structures. Ça marche pour comprendre l'évolution du bébé jusqu'à l'âge adulte. Ça marche, depuis que l'homme est sur terre avec les différentes phases. Donc toi, il y a une gradation dans une spirale, évolutive et je me suis dit: «Est-ce que ça marcherait pour le digital?» Et là, toi, je me mets corps et âme, là-dedans. J'écris même mon mémoire là-dessus et en fait, c'est un livre aujourd'hui qui est en vente sur Amazon que j'ai écrit, qui explique comment cet outil de spirale dynamique peut être un magnifique outil pour accompagner ces transformations. Au même titre qu'il a accompagné des transformations, profondes dans les organisations et d'avoir quelque chose de très structuré, de très méthodologique et de comprendre où est-ce que je me situe aujourd'hui dans cette évolution? Qu'est-ce qui m'attend demain? Et comment je fais pour justement sauter le pas, pour anticiper, les problématiques que je vais rencontrer? Bah, je dis c'est CSP. C'est à un moment, on va faire de la calibration. C'est-à-dire, toi, tu me posais ta question sur le process, c'est ça, c'est de se dire dans un premier temps, avec cet outil-là, où est-ce que je me situe dans mon étape de développement? Donc on a plein de techniques aussi pour définir ça. C'est un peu un audit initial de se dire où est-ce qu'on se situe dans notre développement technologique et humain. C'est surtout les 2 qu'on met ensemble. Ensuite, donc C, calibration, S, synchronisation. C'est-à-dire comment je me synchronise à mon écosystème, comment je vais faire de la veille, comment je regarde les autres personnes avec qui je travaille. Est-ce que c'est les différents services de mon entreprise? Est-ce que déjà on va tous à la même vitesse? Entre le service R&D et le service ouais. commercial, ouais, il peut y avoir des différents vitesses, vélocités différentes d'une équipe à l'autre. Comment je me synchronise avec mes clients, avec mes fournisseurs et qu'on fasse cette cohérence à chacun des niveaux. Et le troisième, c'est la prospective, donc d'anticiper demain. Qu'est-ce qui m'attend? Quelles sont les problématiques que je rencontre aujourd'hui? C'est quoi mes points de friction? Et c'est ça notre point d'entrée. En fait, c'est de se dire où est-ce que ça gratouille? Moi, j'appelle ça un caillou dans la chaussure. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et puis surtout, quand on a la spirale et qu'on comprend bien comment ça fonctionne, c'est qu'il y a déjà des gens, sûrement, dans votre entreprise qui sont dans l'étape d'après, qui sont pour le moment des dissidents,
C'est des gens qui font chier tout le monde, hein, globalement, mais c'est peut-être des gens qui sont en avance de phase, des gens qui ont avancé et qui sont plus loin dans l'avancement de l'entreprise et qui sont peut-être des ambassadeurs de demain, qui peuvent nous montrer un chemin. Donc comment on écoute ces personnes, pas forcément bisounours, hein, mais en tout cas de se dire: «Ah ouais, il y a peut-être des choses» et attends, on prend l'exemple sur le niveau, violet de la spirale, donc niveau plutôt bas, le niveau tribal, on est vraiment très société, ça peut être des entreprises, toi, c'est de père en fils, d'arrière-grand-père en petit-fils. Si tu es pas du sérail, il y a aucune chance que tu deviennes patron. Ça peut arriver. Ça fait penser aux civilisations, africaines où chacun mange dans la même assiette, très familial et celui qui dit: «Ah non, non, moi je vais manger dans mon assiette, de mon côté», bah, c'est un dissident et tu fais chier tout le monde, quoi et en même temps, c'est quelqu'un qui prend son indépendance et qui veut s'affirmer par lui-même. Donc c'est des exemples comme ça aussi qu'on prend dans la vraie vie, dans l'évolution des sociétés, pour comprendre qu'il peut y avoir certains dissidents qui sont des gens qui sont en avance de phase. Donc voilà, d'avoir un outil très structuré, très, compréhensible, qui sert un peu, dans la besace de l'accompagnement pour structurer l'approche d'accompagnement et le deuxième, c'est le coaching. Donc ce coaching de l'humain, de comprendre qu'en fait la transformation numérique, elle se fait avant tout par des Ouais. gens qui vont la mettre en musique, qui vont l'accompagner avec des résistances, résistance au changement, avec des blocages inhérents, avec du sabotage, avec, ouais, je peux parler d'un cas, si tu me dis il y a pas de confidentialité là-dessus, c'est même public, hein. J'intervenais au casier judiciaire, donc c'est à Nantes et casier judiciaire, ils ont un gros projet de transformation numérique pour digitaliser la chaîne pénale et en fait, c'est un projet qui Waouh! traîne et il y a plus, de 200 de dépassement de budget. Vous pouvez regarder, hein, ça a été, f f pointé du doigt par la Cour des comptes. Transformation numérique qui se passe très, très mal parce qu'en fait, il y a des résistances au changement en interne. Il y a des gens dont le métier, c'est de saisir, toute la journée des comment dire? Des déclarations de justice dans le casier judiciaire et en même temps, il y a un autre projet qui dit: «Attends, tout ça, on va le faire en automatique, c'est des flux numériques qui arrivent et ça remplit les bases automatiquement». Donc toi, ça heurte. D'un côté, il y a de l'humain, il y a des emplois qui sont Totalement. là et qui vont être en résistance et de l'autre, il y a une volonté, d'accélération, d'automatisation et en fait, je suis pas en train de dire: «Il y a une bonne et une mauvaise solution». C'est de se dire: «En fait, mettez-vous d'accord». Il y a pas de problème pour avoir 100 emplois aidés qui sont là et ça fait partie du service public d'aider ces métiers-là ou en même temps de se dire: «Ben, non, en fait, ça, on va les faire ailleurs, on va les reclasser, on va, pas pour licencier des gens, mais en tout cas de les mettre, dans d'autres postes» parce que cette partie d'automatisation quand même, c'est pas très, à forte valeur ajoutée. Donc voilà, c'est de se dire, il y a une volonté et de se dire: «Je veux les 2, je veux conserver mes sans emploi et je veux automatiser». Bah, là, ça marche pas et ça fait, bah, nos impôts, hein, clairement qui partent en fumée, 220 de c'est voilà, des gros plusieurs millions, d'euros, hein, ces missions-là, qui partent en fumée parce qu'il y a un manque de vision stratégique et de volonté politique. Donc c'est vraiment de porter cette instance haute, on appelle ça le sponsorship, de montrer cette claire vision pour ensuite la mettre en musique de façon applicative et humaine. Ah, super intéressant, super intéressant. Donc on voit vraiment pareil encore ton visuel qui est très complet, qui propose vraiment, la synergie entre tous les cœurs d'activité que tu proposes et tout, c'est super logique. Est-ce que tu proposes justement, tu parles d'automatisation, est-ce que tu proposes des outils? Est-ce que, bah, des outils soit que tu as développés, soit que tu connais et que tu utilises toi-même et que tu proposes aux outils pour, enfin aux entreprises pardon, pour se développer? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu peux proposer justement si je suis une société, comment ça se passe pour, automatiser tout mon travail? Enfin peut-être pas tout, mais une bonne partie. Ouais, c'est ça. Bah, c'est de se dire de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez besoin, c'est quoi vos points de friction? Comment on peut vous aider? Ou est-ce que, en gros, il y a des trucs, ça saoule tout le monde. Nous, ce Ouais, qui marche bien, c'est le compte rendu de réunion. Le compte rendu de réunion, Nuta, trop bien. entreprise française, Nuta, fait ça. VoiceFlow 360 qu'on a développé, fait ça. En fait, c'était plutôt un test, un prototypage du projet, no code, low code avec, make.com, make.com qui fait des belles automatisations via des API. Donc une partie, ouais, du genre il y a pas besoin d'être trop développeur, hein. Moi, je suis pas développeur et je m'en suis quand même pas mal sorti. On va dire, enchaîner, tu vas sur Google Sheet, tu récupères ça, tu envoies ça là, tu récupères telle info à tel endroit. Donc, on va mettre tout on va lier, des petits ronds et puis ça fait l'enchaînement, des tâches qui vont être automatisées sur make.com. Donc ça, c'est Voiceflow qu'on a développé pour, apprendre à se servir de l'outil et ensuite apprendre et former les gens à utiliser des outils comme ça d'automatisation. Et puis donc je dis la partie, compte rendu de réunion, ça marche très bien sur la génération automatique des réunions, même bien détaillées, des réunions longues aussi, ça marche très, très bien. Et puis après, c'est du sur mesure, de se dire de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider. Là, nous, on accompagne une entreprise qui veut faire des avatars de formation. Donc, comment il peut s'avatariser.
Trouver la bonne qualité d'image et ensuite, générer des textes pour que ce soit l'avatar qui donne des formations et plus, lui-même. On accompagne notre entreprise qui fait des chatbots sur de la documentation, interne. On fait de la documentation aussi de rédaction automatique de procédures disciplinaires pour Waouh! des grosses entreprises de service à la personne. Donc, tu vois, il y a des gens qui viennent chez la petite mamie et ils font n'importe quoi, ils vont fumer, laisser les mégots sur la table, ils en ont rien à foutre et tout. Donc il y a des procédures dis ils en font beaucoup, beaucoup, ça prend un temps fou, à faire et nous, on a OK, développé une IA qui se base sur le règlement intérieur, qui dit: «Bah, voilà, fumer, c'est l'article 4.2, c'est interdit. Vous avez un blâme, vous avez un rendez-vous avec votre RH, la semaine prochaine», quoi et tout ça, c'est c'est, génial quelques minutes, c'est fait. Ouais, c'est et du donc cas de concret d'entreprises qui sont aussi, chronophages et en même temps, pour le cas des procédures disciplinaires, c'est juste un problème de recrutement. C'est de se dire: «La personne qui faisait ça dans la boîte, s'est barrée, elle dit: C'est trop chiant, j'en ai marre». Donc là, elle se retrouve avec plus personne qui fait ça. Elle dit: «Bah, nous, on arrive avec une solution clé en main qui fait ça». Voilà, tu écris, «a pissé dans les fleurs», par exemple et là, ça va le reformuler en disant: «a eu un comportement inapproprié». Voilà, donc c'est aussi, une bonne, écriture, de courrier, professionnel, alors qu'à la base, la personne va l'écrire vite fait pour gagner du temps et ensuite avoir une procédure plus, professionnelle, plus officielle derrière. en termes de use case, où c'est que tu vois qu'il y a le plus de besoin justement d'automatiser, d'avoir l'IA? Est-ce que tu as des idées de peut-être par rapport à tes connaissances et par rapport au secteur d'activité qui te pose le plus souvent, des questions et qui te demande de plus en plus de l'accompagnement? Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits peut-être aussi où tu te dis: «Là, il y a besoin»? Moi, je pense que tout ce qui est organisme d'État où on a des gens qui sont, je dirais pas payés à rien faire, mais voilà, on voit que c'est des protocoles qui sont très longs. Parfois, les gens sont un peu débordés avec pas grand-chose. Enfin, il y a vraiment tous les styles. Je pense qu'il y a pas mal de secteurs d'activité qui pourraient avoir besoin, bah, voilà, d'automatisation, d'IA, de choses qui leur permettent vraiment d'être meilleurs. Est-ce que toi, tu en vois aussi? Ouais, nous, on est en train de réfléchir avec, la région, Grand Est, hein, Troyes, c'est un Grand Est, Ouais, pour justement, étudier les besoins des entreprises et le maillage économique, de se dire de mettre aussi en place un outil, donc un data lab, on va dire un IA lab, on peut l'appeler, comme on veut, donc serait basé à la technopole de l'Aube, de monter avec ça, avec des développeurs et de répondre aux besoins du territoire et quand on fait cet super. audit, de se dire qu'est-ce qui serait assez, transverse à plusieurs entreprises, qui ferait partie, peu du financement de ce R&D, décentralisé, on pourrait dire ça comme ça, déporté, de mettre en place des services pour répondre aux besoins du territoire, bah, c'est la recherche documentaire. C'est de se dire: «J'ai beaucoup, beaucoup de data, beaucoup de bases de données et j'arrive plus à m'y retrouver», en fait. C'est compliqué. On a une entreprise, par exemple, qui fait, des marchés publics. Marché public, il y a tout 3 tonnes de documents et eux, ils font tout le temps des synthèses de réponses à l'appel de marché public pour, toi, faire un devis et cetera. Donc il faut toujours résumer le truc alors qu'il y a 200 pages dans tous les sens. On est en train de développer un algorithme justement capable de synthétiser tout ça selon leur modèle, des choses très structurées, et ça leur fait gagner aussi un temps fou pour répondre aux appels d'offres, sachant qu'une réponse à un appel d'offres, c'est du temps perdu si tu le gagnes pas, quoi. Donc autant aller vite sur ces sujets-là et cette recherche documentaire d'aller, utiliser des templates déjà faits sur des tonnes d'appels d'offres qu'ils ont déjà fait précédemment. On a de quoi alimenter l'IA pour répondre de façon structurée, réaliste. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que ça fait pas 100% des cas. Et j'insiste dessus parce que c'est un peu la prise de conscience qui a eu l'année dernière. Il y a un super article d'Emmanuel Vivier du Hub Institute là-dessus. Il dit: ah ouais, au début, c'est magique, ça fait papa-maman, c'est formidable et tout. Et quand on commence à rentrer dedans, bah non, ça fait pas tout. C'est un peu plus compliqué que prévu, comment je gère, la sécurité de mes données, et cetera. Donc, c'est pas aussi simple et ça Ouais, c'est fait clair. parfois des déçus. Donc se dire: «Non, ça fera pas 100% du boulot», ça peut faire 70-80% du boulot, mais il y aura toujours une partie, de tâches à faire, de relecture, juste ça, de correction, éventuelle. Donc de pas se dire: «Non, ça va tout automatiser 100%». Il restera quand même, du travail humain, de supervision, de relecture. Moi, j'avais fait un truc, pour la petite anecdote, pour le site Acadie, on a, donc une partie où tu peux télécharger le programme, où il faut dire Mmh. ton nom, prénom et métier. Et moi, D'accord. j'avais développé un petit, automation sur Make là, de se dire: «Bah, voilà, Jean, je vois ton métier, je vois ton email et cetera» et ça va faire un email automatique personnalisé pour ton métier, en disant en quoi c'est important que tu te formes, en tant que développeur blockchain. C'est génial. Et donc
ça part tout seul. Vraiment, toi, c'est je récupère le formulaire, clac, clac, ça écrit le mail, ça met la pièce jointe, il y a même un lien de prise de rendez-vous automatique et tu reçois le mail en disant, «Bonjour Jean, voilà, en tant que vous et ça, donc je comprends votre problématique et c'est important et nous, la pédagogie qu'on a mis en place, c'est important». Donc, il a trouvé tous les axes intéressants pour te convaincre par rapport à ton métier que c'est intéressant C'est fou. et ça, je l'avais fait en full automatique. Ça, je voyais, même pas passer les mails qui partaient et après, je me suis dit: «Bon, attends, je vais me mettre en copie et je vais quand même regarder ce qui part». Donc, bah, les mails partaient et puis j'étais en copie aussi, de cet email et des fois, tu vois, le gars, il dit, «Je suis journaliste». Je dis: «Ah, bah, être journaliste, c'est intéressant. C'est pour vous, c'est indispensable d'être développeur blockchain». Non, Aïe! c'est Ah ouais, non. Ouais, il y va quoi, il y va franco quoi. On lui a dit: «Tu y vas, tu trouves les arguments». Alors que non, nous le certificateur demande déjà d'être développeur de base, au moins 1 an d'ancienneté. Donc journaliste, c'est pas du tout ça. Donc c'est pour ça que maintenant, je dis à ChatGPT, au lieu de l'envoyer, aux gens qui ont téléchargé la brochure, il me l'envoie à moi, je le relis, je le tu corrige recontrôles. et là je fais un copier-coller et je le renvoie, copier-coller, corriger, à la personne. Ça Donc permet tu vois, en d'être étape ouais, je en fait, ça te permet juste d'être beaucoup plus précis. ouais, Ça te donne une tâche supplémentaire, c'est vrai, mais qui va être vraiment mâchée par rapport à les outils que tu mets en ouais. place, mais ça va te permettre d'être vraiment plus précis, pour notamment le cas du journaliste. C'est ça et puis comme tu dis mâcher, c'est exactement ça. C'est soit, bah, j'ai un email, quelqu'un me dit: «Tiens, je suis intéressé par votre problème», bah, là, il faut que j'écrive moi-même le mail, ça va me prendre, je sais pas 5-10 minutes. Là, ça va me prendre 30 secondes à corriger le mail et à l'envoyer. Hein, on voit vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de technologies actuellement qui sont en train des technologies Web3, hein, qui sont vraiment en train d'améliorer, bah, tout ce qui est en train de se faire, la vie des entreprises, la vie des gens qui travaillent dans l'entreprise. Mais il n'y a pas que cette partie-là, il y a aussi, la partie écologique, où on voit que Mmh, vraiment il y a un gros avenir qui est en train de se faire. C'est quand même pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est un des objectifs majeurs. On sait que voilà, il y a plein de politiques green qui sont en train de se faire. Il y a l'objectif zéro carbone d'ici 2050, en tout cas en Europe. Il y a vraiment plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Comment toi tu vois justement cette technologie ou les technologies Web3 arriver et comment ces technologies Web3 peuvent être vraiment l'allié de cette transformation écologique qui est en train de se faire pour les entreprises? mmh, mmh, mmh. Moi, je suis membre de Perspective Numérique 10, donc c'est l'association pour le développement du numérique pour les, TPE, PME, de l'Aube, département 10, d'où son nom, et en fait, on est engagé dans le numérique responsable. Et donc le numérique Génial. responsable, en fait, c'est déjà une prise de conscience, de l'impact écologique du numérique. Parce qu'on a l'impression qu'on ne pollue pas. Toi, il y a pas de fumée, qui sortent comme un pot d'échappement, quoi. C'est on est dessus et il dit: «Une première étape de prise de conscience, ça serait de supprimer ces emails». En fait, moi, j'ai des tonnes d'emails Gmail d'il y a 10 ans, voilà. Mais en fait, c'est quelque part sur un serveur qui est alimenté en électricité, qui continue à tourner, pour rien parce que le mail d'il y a 10 ans, Ouais, j'ai jamais le personne ne le chercher. regarde. Voilà. Mais en même temps, si tu fais ça, ça n'aura pratiquement aucun impact sur la planète et sur l'écologie, toi. C'est 0,00001 des consommations énergétiques du digital. Par contre, si tu fais ça, tu te mets dans une démarche mentale, tu parlais de mindset tout à l'heure, de se dire: «Ah ouais, en fait, je comprends, je suis, dans cette démarche-là, je vais faire un petit pas». En soi, ça va pas changer le monde, mais j'ai enclenché une dynamique. Après, si on veut avoir un énorme impact, et là où les études sont les plus intéressantes, c'est de se dire dans le matériel et le renouvellement du matériel. Si tu changes d'iPhone tous les ans, eh ben, tu vas avoir besoin de minerais. Et le minerai, l'industrie minière, pas le minage du Bitcoin, hein, mais le mine de la pierre hein, qu'on va Physique. aller extraire, c'est le plus polluant au monde. C'est l'industrie la plus polluante au monde. Pour sortir 1 gramme de coltan, il faut des tonnes et des tonnes de pierres que tu vas faire exploser, mettre des produits chimiques, etc., avec les bassins de rétention qui explosent et qui vont se répandre dans les rivières des populations locales. C'est une catastrophe écologique. Donc, si on peut limiter le renouvellement de notre matériel, là, ça va faire un énorme impact sur l'écologie dans, la diminution des ressources minières et c'est là où on va avoir un vrai geste pour la planète. Après, c'est aussi, l'écologie, elle passe pas seulement par, ces gestes autour de la nature, mais moi je parle d'un écosystème dans l'humain et dans une écologie, une ontologie, du respect des uns des autres et en fait, donc je vais respecter la nature et en même temps je respecte mes collègues, je respecte mes fournisseurs. On va être dans ce respect mutuel et se faire grandir, ensemble et c'est aussi avec des gens parfois qu'on refuse de travailler avec eux parce qu'on sent pas cette D'accord. dynamique écologique de ce respect mutuel, de respecter notre nature intérieure, d'être humain.
C'est pour Je ça que comprends. j'agrandis, dit DHE, digital, humain et écologique. Ça, c'est nos 3 piliers. Donc digital, on bien sûr, on digitalise la société. L'humain au centre, parce qu'on le fait quand même pour des gens, et du respect de l'écologie, de la planète, des petits gestes, comme j'ai dit, et aussi du respect mutuel des uns des autres. C'est très, très, très intéressant. Comment toi tu vois la vision des entreprises justement? Donc tu dis que tu évites de travailler avec des sociétés qui ont pas la même état d'esprit que toi, qui veulent pas aller là-dessus. Hem, Ouais. Quand tu abordes, est-ce que c'est les sociétés qui t'abordent en te disant: «Je veux être plus écologique», est-ce que c'est toi qui leur dis: «Faites attention, il faut l'être un petit peu plus»? Et Mmh. comment ils réagissent par rapport à la partie écologique? Est-ce qu'en général ils sont proactifs ou en général ils disent: «Ouais, ben, on verra, on a le temps»? Ouais, j'imagine il y a de tout, mais Ouais, ouais, je pense que c'est, peut-être j enfin, il y a un énorme biais, en fait, dans la réponse que je peux te donner, parce que si les gens viennent, nous voir, c'est déjà qu'ils ont un peu cette, ils connaissent. mentalité-là. Mmh. Voilà, donc ils connaissent, voilà, ils vont pas voilà, on communique beaucoup là-dessus, donc c'est peut-être des sujets aussi qu'on a déjà un prisme qui fait que ça a trié les gens qui seraient, un peu éloignés de cette philosophie-là. Donc ça reste assez naturel, et je pense aussi que c'est une vraie prise en compte et en considération, aujourd'hui. Tu vois, là, on faisait des offres d'emploi assistées par l'IA, et en D'accord. fait, il manquait, donc toi, on générait une très belle offre d'emploi, et c'est le client de lui-même qui a dit: «Ah non, non, mais attention, il manque une dimension écologique, aussi dans l'inclusion, dans tous ces sujets aussi, de l'humain qui sont des valeurs fortes de notre entreprise», et c'est eux-mêmes qui ont rajouté une couche qui manquait dans la proposition qu'on leur avait faite. Donc Ah, c'est pour ça que super je te dis, intelligent. on est un petit peu biaisé pour répondre à ça, et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que, bah, les ressources, elles sont pas, illimitées, qu'il y a une comment dire? Prise en compte nécessaire, indispensable de la planète. Toi, moi, je suis papa aussi, de se dire: «Bah, quelle, planète je vais laisser à mes enfants, à mes petits-enfants?» Donc tout ça, je pense que ça commence à infuser fortement. Ouais, pour toi, il y a de plus en plus de cette prise de conscience qui est en train de se faire au niveau, des entreprises comme même du retail, hein, du public. Ça Mmh, prend du temps. Moi, j'ai vraiment la sensation que ça prend du temps, que ça va pas au rythme où ça devrait aller, que c'est quand ouais, même quelque chose d'important. Comme tu le dis, quand tu as des enfants, tu te dis: «Mais quelle planète je vais laisser à mes enfants?» Enfin, tu te dis: OK, si ça continue comme ça, c'est quand même une triste planète». Donc il faut vraiment avoir cette prise de conscience. J'ai l'impression que les nouvelles générations ont de plus en plus ouais. cette capacité à s'en rendre compte. Alors parce que tout simplement, soit ils vont utiliser eux, justement cette planète, à notre place bientôt, mais aussi tout simplement parce qu'ils sont peut-être éduqués de plus en plus jeunes. Est-ce que tu penses que c'est la partie éducation aussi qui fait qu'ils sont comme ils sont éduqués de plus en plus jeunes, ils se rendent compte de plus en plus jeunes que c'est important? Bah, c'est vrai que moi, je me rappelle pas quand j'étais en primaire d'avoir eu des cours, tu où on Sur va nettoyer les l'écologie, jardins, ou d'avoir toute cette partie de prise en compte, comme on l'a dans nos enfants, aujourd'hui. Après, ouais, pour répondre à ta question sur la partie employeur, je pense qu'aussi ça devient, une marque employeur pour attirer les talents, et de se dire: ouais, «Une entreprise qui communique pas dessus, elle va avoir du mal à embaucher». En fait, c'est de chercher ses valeurs. Là, je donnais une conférence à l'école de commerce, on avait, une intervenant aussi, les études aussi qui sont sur les métiers de demain, et comment, les employeurs sont captifs pour trouver les talents. Parce qu'en fait, le marché s'est inversé. C'est pas tellement, aujourd'hui, le marché est dans l'offre, et enfin, la demande est moins l'offre. Donc, on est sur, l'inverse, pardon. Et donc on a sur le côté où, bah, j'ai le choix, dans quelle boîte je vais bosser, et des entreprises qui ont fait, ce parti pris, et de mettre, au cœur leur évolution, écologique, ça devient, une marque pour attirer, les meilleurs talents. Nous, on accompagne une boîte dans l'Aube là qui font, du contre-collage textile, donc toi, c'est assez technique, mais voilà, c'est par exemple les sièges des trains, tu vois? C'est eux qui les font, donc ils collent plein de matières les unes aux autres, et il se dit: «Bah, comment on pourrait être, indépendant énergétiquement?» Et ça aussi, c'est lié, et je pense que le contexte géopolitique y participe, c'est de se dire qu'en fait, l'électricité, l'énergie devient tellement chère, de se dire: «Est-ce ouais. que, bah, je pourrais pas me la produire moi-même?» Et de mettre sur le toit de l'usine, des panneaux solaires, de se mettre ensemble avec d'autres entreprises de notre zone industrielle pour collecter nos déchets et valoriser nos déchets. Ça, c'est des vraies réflexions qui arrivent aujourd'hui, parce qu'en fait, les coûts deviennent très chers, si on reste dans un modèle traditionnel. Donc toi, c'est quand on dit, fin du monde, fin du mois, bah, là, c'est dans ce sens-là, et ça devient, vertueux pour se dire: «Bah, tiens, c'est peut-être le moment de faire des efforts parce que ça devient trop cher». Ouais, très intelligent. Bah, ça passe toujours sur la partie éducation, compréhension, de ce qui est en train de se faire. L'éducation, c'est ce que tu fais en permanence avec, Acadie et avec tout ce que tu mets en place. Est-ce que tu as une partie un peu, gamifiante de la partie formation? On revient sur la partie formation rapidement, Mmh mh. notamment pour la jeune génération qui adore, bah, qui est de plus en plus dans le gaming, qui adore la partie jeu et j'ai l'impression aussi que les jeunes
ou enfin, plutôt que l'éducation standard, elle commence à être un peu vieillissante, que les gens sont de moins en moins intéressés d'apprendre pour apprendre, ils sont de plus en plus intéressés d'apprendre par le jeu. Et comment toi, tu peux faire actuellement toute cette partie gamification? Est-ce que tu as justement des petits protocoles, des systèmes de jeu, des challenges, par exemple, bah voilà, vous faites des cours, à la fin, vous devez faire des exercices. Comment tu peux gamifier toute cette partie-là pour apporter encore plus de valeur aux gens que tu formes? Bah, vraiment top ta question parce qu'on est au cœur de cette réflexion, en ce moment. Trop cool, Hem, il y a 2 parties. Le 1er, c'est qu'on a lancé déjà un serious game, donc pour, comprendre ce que c'est que la blockchain. Donc ça, c'était un génial. script qui a été écrit donc, par Benjamin, je vous en parlais au début et lui, en fait, quand il faisait ses conférences, il parlait toujours du camping-car game. Donc on imagine, on fait une association et on se partage un camping-car. C'est notre blockchain, en fait, on a une monnaie qui est le token de l'usage de ce camping-car et voilà, il parlait toujours de ça et c'est très parlant, en fait, quand on l'explique, en formation. Et donc là, je me suis dit: «Bah, en fait, on pourrait le faire sous forme de jeu». Et j'ai bossé avec, NetOpen, donc une société, auboise, qui développe des serious games pour EDF, pour SNCF et cetera. Et donc on s'est dit: «On pourrait, Incroyable. à partir de ce script-là, de se partager un camping-car sous forme de blockchain avec des tokens, des cryptos aussi, pour cette partie, coin». Et donc on a développé toute ce jeu et effectivement, il y a des rewards tout au long de l'avancement, de ce jeu, jusqu'à se partager les tokens avec une autre blockchain à côté, avec les gens qui ont, Lamborghini blockchain et cetera. Donc de trouver ce jeu-là. Et donc on a développé ça, il est, sur notre plateforme, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que le ministère des Armées nous l'a acheté. Et donc Ah! là, on a pu Trop bien. rembourser nos frais, c'était ça. Donc ils nous ont acheté ce serious game, donc ça s'appelle, SCORM, le format, qu'on peut plug and play. Et donc là, c'est aujourd'hui sur la plateforme de e-learning du ministère des Armées, les gens, se forment à la blockchain avec ce serious game-là, qu'on a développé, à la base à partir du script de Benjamin. Et le deuxième, c'est, je t'ai dit, j'interviens aussi à l'université pour les jeunes et là aussi, pour la partie étudiant. Moi, je réfléchis à faire, peut-être on y viendra par la suite, mais là, moi, je suis tombé, fou de Udio, donc une IA qui fait de la musique. Et donc là, je me OK. suis dit: «On pourrait faire un jeu». Et donc je suis en train d'entendre, vraiment, je te dis, live, réflexion pour le moment, de faire une gamification où on se dit: «Bah, voilà, vous avez, une demi-journée ou une journée, pour monter un groupe avec la musique, les visuels, la maison de disques, la communication, les relations presse». Voilà. Et ça, vous avez tous les outils IA pour le faire. Et donc vous pouvez lancer votre groupe de musique comme ça en une journée avec, 3-4 chansons plus la pochette de l'album. Donc ça, vous allez être sur Midjourney, là, vous allez être sur Udio, là, vous allez être sur ChatGPT pour les textes. Voilà, vous mixez tous ces outils-là et ça fait un cas d'usage, avec, pourquoi pas, un peu en fin de journée, les, Energy IA Music Awards, voilà, on peut appeler ça comme ça, où chacun va voter pour, son groupe préféré 100 fait par l'IA. Donc ça, c'est une réflexion et c'est un projet que je voudrais soumettre, à l'école de commerce pour mettre le pied à l'étrier à l'IA sous forme de jeu, aux étudiants. C'est formidable, on voit que tu es débordant d'idées et que tu as toujours des nouvelles choses qui arrivent, c'est assez incroyable. Comment tu fais? Tu nous disais juste avant que, bah, tu avais aussi un enfant, donc comment tu arrives à trouver le parfait équilibre, si tu arrives bien sûr, entre la vie perso, la vie pro? Vu toutes les idées que tu as et tous les projets que tu dois gérer au quotidien, est-ce que tu arrives, pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui eux, bah, voilà, des fois arrivent pas peut-être à trouver le bon équilibre, est-ce que toi tu arrives à le trouver? Si oui, comment tu fais pour avoir ce parfait équilibre entre les 2. Ah ouais, parfait, là, c'est un grand mot, hein. Je pense que, non, c'est loin d'être parfait. Après, j'ai la chance d'avoir une épouse, qui travaille beaucoup, aussi, donc je pense qu'elle me comprend aussi dans cette façon de s'organiser. Il y a Bravo à pas elle. On n'est pas en décalage, là-dessus. Donc, c'est, voilà, et puis elle me remet aussi, voilà, parfois de se dire: «Là, faut déconnecter, là, ça va Ouais, trop loin, quoi». tu abuses un peu. Voilà, ouais, donc non, en fait, je pense une 1re, élément de réponse, c'est l'organisation. Moi, c'est, mon OK. meilleur ami, c'est mon Google Calendar, quoi. C'est vraiment ça, de se dire: «Je me mets des créneaux horaires, je bosse sur ça, je bosse sur ça, je bosse sur ça». C'est très, calibré, sur les choses à faire. Je sais, voilà, les 3 prochains mois, tout ce que je vais faire, pratiquement heure par heure. Donc c'est aussi dans Waouh! cette organisation, cette rigueur, voilà, que je m'impose, parfois, avec aussi des temps de décompression. Toi, par exemple, très concrètement, hein, moi, c'est, je m'occupe des enfants un mercredi sur 2. Il y a un nounou qui vient le Cool. mercredi et puis l'autre mercredi, je suis avec les enfants. Pendant longtemps, là, on rentre un peu dans le côté perso, mais, en fait, j'essayais de bosser en même temps que je gardais les enfants. Et ça, c'était Ouais, la pire des journées. Et que je me trouvais un papa nul et un professionnel nul. Et en fin de journée, bah, tout était nul, quoi. Donc, ouais. c'était vraiment pas bien. Donc là, je me dis: «Non, j'essaye de me structurer». Mes journées sont bien remplies, ça, c'est sûr. Je travaille le soir et tout, pas de souci. Mais le mercredi, là, je suis avec eux et 100 avec eux.
et là, ça se passe Ouais, des c'est des bien. meilleures journées. Donc c'est de Et ça, c'est faire un des bon choix assez équilibre. tranchés. Ouais, voilà, et de bien s'organiser sur son temps où je le garde où, attends, on était à Center Park avec les enfants et ma femme et j'étais en train de répondre à des mails, des machins, je profitais pas du truc et à chaque fois c'est: «Mais papa, tu es pas là, tu es avec nous, mais» en fait, c'est Ouais. voilà, ça c'est vraiment un truc à pas faire parce qu'on se rend compte qu'on est nul dans les 2 côtés, quoi. Ouais, on pro c'est et puis, presque on procrastine parce qu'on peut pas travailler si on a les enfants à côté, parce qu'en fait, on n'est pas forcément concentré. Donc en fait, on a l'impression qu'on bosse, mais en fait, on n'est pas très productif. Donc effectivement, c'est super la discipline que tu t'es mis en disant: «Bah, voilà, moi maintenant voilà, j'ai réussi». Bah, enfin, j'entends pas beaucoup de gens qui ont un planning bloqué sur les 3 prochains mois en Mmh, sachant exactement à l'heure près ce qu'ils doivent faire. Donc bravo à toi, mmh. c'est vraiment une très bonne discipline et un beau mindset que tu as réussi à faire. Et justement, on va en venir sur une question qui intéresse énormément les gens. C'est toi, quels seraient tes conseils? Tu es entrepreneur, tu fais beaucoup de choses. Pour les jeunes entrepreneurs qui arrivent dans l'écosystème Web3, qui commencent à vouloir créer une société, qui peut-être partent Mmh. dans tous les sens ou peut-être ils sont concentrés, peut-être veulent pas se former. Donc j'imagine bien que tu vas les conseiller de se former, notamment avec Acadie. Qu'est-ce que tu peux conseiller justement à ces nouveaux entrepreneurs qui arrivent dans ce domaine, qui se lancent? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Quel conseil tu leur donnerais? Ouais, bien sûr, enfin, après, s'ils se lancent en tant qu'entrepreneurs, je pense qu'ils ont des compétences, aussi. En fait, ce qu'on dit généralement, c'est que, si tu fais de ton métier ta passion, tu auras jamais l'impression de travailler. Donc C'est c'est très d'aller fort, chercher de bien se connaître soi-même, déjà. Au fond, un peu une travail d'introspection dans un premier temps, de se totalement. dire et c'est un peu l'ikigai, hein, de se dire en fait, «Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez moi? Pourquoi on vient me poser des questions?» Et ça, c'est des trucs où, ouais, je pense que c'est ce domaine-là, mais en fait, tous les gens autour de moi, ils viennent me poser des questions dans un autre domaine. On s'est dit: «Bon, bah, peut-être que je suis à côté de la plaque». Donc en fait, c'est d'être attentif aux signes extérieurs. On a peut-être sa vision, on se dit: «Ouais, voilà, moi, je veux, être pâtissier» et en fait, tout le monde vient me demander, de la viande. Bon, bah, il y a peut-être un projet là-dedans. C'est quel est mon marché, finalement? Vers quoi je suis connu, reconnu pour mon expertise? Et c'est on va dire l'erreur, mais en tout cas de se dire: «Je vais partir bille en tête sur une idée», sans avoir fait mon étude de marché et de comprendre que j'ai une légitimité, une connaissance dans un domaine, sur lequel les gens, viennent naturellement me chercher. Donc bah, 1 travail, l'introspection, se dire: «Dans quoi je suis bon? Qu'est-ce que j'aime faire et sur quoi on vient me chercher sur ces compétences-là?» Donc d'allier, un petit peu trouver ce terrain d'entente sur ces 3 différents domaines et puis aussi, de s'entourer. Vraiment ça c'est, le Ouais, réseau, 2e point le plus important. Bien se connaître et après, connaître ses partenaires. On dit, «Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin» et ça ouais, c'est tellement vrai et c'est, parfois une erreur aussi de se dire: «Attends, ah je vais le faire par moi-même, je vais me débrouiller, je vais apprendre à faire un truc alors que ça a rien à voir avec mon cœur de métier mais ouais ça m'évitera de payer 50 € ou 100 € le truc». Non, ça c'est une erreur. C'est que vous allez perdre du temps quand on est entrepreneur, on est focus sur la recherche de son client et sur son produit. Hein, vraiment les 2 trucs qui doivent nous obséder, tout le temps. Si on perd des tâches annexes, bon moi j'ai pris une assistante pour la partie administrative, la partie, montage de dossiers, les OPCO, les financements, les pôles emploi, tout ça. J'en sais rien en fait comment ça fonctionne, je veux galérer là-dessus. Bah là, je me suis dit: «Voilà, je paye une assistante qui fait ça, elle le fait super bien et je suis ravi d'avoir pris cette décision-là». Oui, ça coûte un petit billet, ah mais c'est tellement confortable et surtout on peut se concentrer sur les trucs qui nous font kiffer parce que monter des dossiers OPCO, bon, moi c'est pas trop mon truc. oui, Donc c'est aussi ça de se dire: «Je vais m'entourer de gens, je suis capable» et surtout d'avoir du financement. Ça, c'est un conseil que m'avait donné mon expert comptable. Il dit: «Aujourd'hui, on peut créer des sociétés à partir de 1 €». Lui me ouais, dit: «Tu aurais passé mon bureau avec une société à 1 €, tu passais même pas la porte». Parce qu'en fait, tes 1 €, ils sont cramés la demi-seconde où tu crées ton entreprise. Déjà, déposer un dossier au greffe, c'est 46 €. Donc toi, tu déjà en déficit, même juste tu déposes ton dossier de création d'entreprise. Voilà, après tu vas créer tes noms de domaine, tes machins, donc non, c'est pas possible. Il faut avoir un petit pécule. Le minimum, c'est 5 000 €. 5 000 €, nous on a créé Acadie avec 5 000 €, c'est le conseil aussi de Benjamin. Il dit: «Voilà, là, ouais, tu as sérieux, tu as un petit matelas, on va dire, qui va t'apporter une trésorerie et tu es crédible auprès, de ton banquier, de tes, experts comptables partenaire. et tu as ce qu'il faut pour lancer ta société». Donc d'avoir ce matelas de départ. Donc ça, c'est aussi, important et puis le troisième conseil, c'est vraiment le mindset. C'est de se dire: «En fait, mon entreprise, moi, c'est mon bébé, quoi». J'ai 2 enfants plus Acadie et c'est, quelque chose qui va grandir. Ça va grandir avec son temps, avec son époque, avec, les modes et surtout ça c'est évolutif.
c'est, de pivot. Je te dis, au début, on était très transformation numérique parce que c'est ce que je connaissais d'avant. Puis après, hop, il y a Web3 qui est arrivé, donc pris Web3. Maintenant, il y a IA, hop, donc on rajoute, IA dans notre, besace. Mais c'est tout le temps en perpétuelle évolution. Se dire: «C'est comme ça changera jamais», bah, c'est déjà, mort, avant d'avoir Ouais, fini la d'avance. phrase. Ah Ouais. ouais, c'est clair. Ouais. C'est très intelligent. On a bien vu les domaines que tu as mis en avant. Donc, voilà, le fait de s'entourer aussi, de se former, Mmh. bien sûr, de toujours être à l'affût, des nouveautés. Enfin, on voit vraiment qu'il y a toute une stratégie, le mindset, enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Merci pour ce partage. Quand on parle de s'entourer, de réseau, Mmh. ça peut être aussi bien, personnel que professionnel. Mmh. Et en termes professionnels, ça peut être du réseau sur, des collaborateurs, mais ça peut être aussi avec des partenaires, ça peut être aussi avec, des sponsors, ça peut être vraiment avec différentes personnes qui sont de l'écosystème Web3 ou autre. Comment toi tu les trouves? Comment tu apportes de l'importance au fait d'avoir effectivement ce réseau? Tu as dit que c'était quelque chose d'important pour toi. Comment est-ce que tu as justement des partenaires? Parce que peut-être en fait tu n'as pas forcément besoin, mais je pense que si. Donc du coup, comment tu trouves ces partenaires? Quels sont tes partenaires à l'heure actuelle qui t'aident à grandir dans tous ces écosystèmes? Bah, moi, je suis très présent sur LinkedIn, donc c'est vraiment là que je trouve, toutes ces personnes-là, les gens que je suis, que voilà, qui apportent de la qualité, qui apportent du contenu, qui sont aussi dans cette, volonté de partage. C'est un peu les valeurs, qu'on partage, voilà, c'est le cas Ouais, de le dire. Donc là-dessus et puis après, c'est d'oser. En fait, c'est quand, bah, je te dis, là, j'ai écrit mon premier livre. Je me dis: «Ah ouais, c'est bien d'avoir un livre dessus, mais j'aimerais bien avoir une préface» et la préface, toi, c'est un peu, tu mets une star, quoi, en préface et il y a un monsieur que je connaissais depuis, bah, quelque temps, c'était Jean-Michel Billot, qui est en fait le monsieur qui a, fait, en tout cas arrêté le Minitel pour, switcher vers l'internet. Se dire: «Non, non, mais» il a ses conseillers du gouvernement, disant: «Non, mais ça, arrêtez, c'est mort, il y a un truc qui s'appelle internet et il faut y aller là-dessus», quoi. Donc un grand waouh, pas très connu, mais en tout cas qui a eu un énorme rôle, en France et donc que je connaissais et je me suis dit: «Ah, j'adorerais l'avoir, en préface» et puis je me dis: «Non mais attends, c'est pas possible, il est inaccessible» et à un moment je me dis: «Allez, on y va», un petit message sur LinkedIn: «Bonjour, ouais, j'ai le livre» et le mec charmant, il dit: «Ah bah, envoie-moi le livre, je vais le lire et puis après je te dirai si je fais la préface» parce que quand même je vais pas préfacer n'importe quoi. Elle dit: «Ah ouais, c'est top et tout, avec grand plaisir». On s'est fait une visio, on a commencé à discuter. Donc en fait, c'est d'oser aller vers génial, les gens, qu'on admire et bah, moi j'ai un côté un peu timide aussi, toi je suis pas toujours à l'aise dans les événements ou toi les cocktails, les machins, je sais pas trop comment, y faire et puis après c'est de se dire: «Bon allez, en fait, bah, je suis ce que je suis, voilà, j'y vais, c'est Samuel et c'est moi», voilà et de c'est la même chose pour formateur, c'était de se dire: «Attends, moi j'adore Obama, toi vraiment en tant ouais, qu'éloquence, j'aimerais bien être Obama» et attends, je regardais plein de trucs, je me suis dit: «Ah, je vais faire ça, je vais faire ça» et en fait, j'y arrivais pas, je me trouvais tout le temps nul et à un moment, je me suis fait coacher, hein, bien sûr et il m'a dit: «Mais fais du Samuel et ce sera très bien» et depuis que j'ai pouf switché ça, je me suis dit: «Bah, voilà, moi je fais du Samuel, je suis comme je suis» et l'événement du Web3, c'est tout ce que les gens ont dit à la fin. C'était, bah, c'était convivial, c'était chaleureux, c'était pas guindé et tout, génial. c'était on sentit bien et je lui dis: «Bah, en fait, c'est comme je suis moi, au quotidien». Donc voilà, d'aller oser, vers les gens qu'on admire, les gens qu'on connaît un petit peu par ailleurs et puis de, voilà, s'entourer de gens talentueux avec moi je t'ai dit, il y a bah, Mehdi m'a aussi beaucoup ouvert son réseau aussi, donc ça a été une chance de l'avoir, avec nous. Martino, je le suivais sur LinkedIn et puis ProveUp, donc qui nous accompagne pour la partie, IA de notre formation. Je les ai rencontrés au salon, il était, intervenant là-bas et j'ai adoré ce Génial. qu'il racontait, donc c'est comme ça que qu'on a lié le partenariat. Et c'est là où on voit, c'est l'importance de faire du réseau, l'importance de participer à des événements aussi. On peut être, extraverti, c'est plus facile. On peut être introverti, c'est plus compliqué, on le sait. Mais, en Ouais, restant derrière l'ordinateur, on fait pas de réseau ou beaucoup moins et on en fait. On va contacter des gens sur LinkedIn, sur, je sais pas, sur Twitter, sur différents réseaux, c'est très bien. Mais le fait de après les voir en vrai, ouais, ça lie encore plus les personnes et ça apporte quelque chose de différent. Donc effectivement, on peut faire, on va dire une pré-amorçage comme ça, puis après, il y a un vrai call, puis après, même les voir en réel. Ça veut pas forcément dire partir en vacances avec les personnes, mais au moins déjà les voir en vrai, parler avec eux, se rendre compte qu'en fait, ils sont super cool et que ça valait vraiment le coup, comme tu l'as dit, de oser parler, oser écrire, oser aller faire un event. Alors, dans l'écosystème Web3, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont
des geeks, on va pas se mentir, et beaucoup de geeks sont des personnes dont ont des caractères très introvertis, sont des gens qui restent derrière l'ordinateur, qui n'ont pas forcément envie de développer leur réseau, mais c'est tellement important d'avoir un réseau avec des bons collaborateurs, des bons partenaires, des bonnes sociétés, des futurs clients, que ça soit du B2C ou du B2B, mais vous allez les rencontrer en allant sur des events comme IA Web3, et il y en a aussi plein d'autres. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à vous déplacer pour aller rencontrer du monde. Euh, on arrive gentiment, Samuel, à la fin du podcast. On a partagé énormément de valeurs et énormément de contenu. Et à la fin du podcast, on laisse le mot de la fin à notre invité. Alors, ça peut être un sujet que tu voulais aborder, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder parce qu'on avait encore plein de choses à voir ensemble. Mais il faut qu'on arrête parce qu'on sait que tu as un emploi du temps aussi qui est chargé. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais qu'on aborde? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier? Est-ce que tu peux nous partager? Ça peut être un mantra, ça peut être un conseil, ça peut être tout simplement une nouveauté qui est en train de se faire que on n'a pas encore cette info. Je pense que tu nous en as déjà partagé beaucoup. Donc voilà, ça peut durer 5 minutes comme 10 minutes. C'est toi qui décides, même une minute. Partage-nous un petit mot de la fin. On t'écoute. Ouais, bah, c'est un peu pour rebondir ce que tu disais sur la fin, sur la partie du réseau. C'est Ok, un mantra, c'est peut-être un grand mot, mais moi, j'avais fait un coaching avec Franck Nicolas, c'est un grand coach, ouais, business, bien sûr. canadien. Et donc, lui, il avait dit: «Pas vu, pas vendu. Pas vu, pas Ah, vendu». Et en ouais, fait, c'est de pas con. comprendre ça, c'est, voilà, moi, je suis dans mon coin, j'essaie, toi, de dire de cultiver l'excellence, de faire mon petit diamant brut. Mais en fait, si tu es pas vu, bah, personne le saura, quoi, que tu as un truc super bien, quoi. Et donc le pas vu, pas vendu, c'est des choses que je me répète souvent, et c'est un peu un coup de pied au cul, hein. C'est clairement de se dire: «Non mais vas-y quoi, c'est pas vu, pas vendu. Alors, vas-y, va faire ta visibilité, sinon, ben, tu gères une boîte, hein, donc quand même il y a des chiffres à faire, et donc il y a Totalement. des coûts bien sûr structurels». Donc c'est ça qui me pas qui me motive, mais parfois je me dis un peu, comme un boost de se dire: «Ah, pas vu, pas vendu», et effectivement ça éva quand même pas mal. Et puis l'autre, sujet, c'est, total exclu, là aussi, c'est qu'on va lancer un groupe de dance music fait par IA qui s'appelle Triadic Wow. Pulse. C'est déjà distribué sur Amazon Music. Donc vous pouvez aller voir, Triadic Pulse. Donc c'est, fait par Udio. Donc la musique a été composée par, Udio, et la chanson s'appelle Every Beat et ça parle d'un papa et de l'amour de son papa pour ses enfants et son épouse. Donc chaque battement de cœur, voilà, et les paroles ont été écrites par ChatGPT. La pochette de l'album a été faite par Midjourney, et c'est ce que je vous disais en fait sur les étudiants. Bah, ça, c'est fait pour de vrai. Ça va être disponible sur Spotify dans la semaine, je crois. Ils ont dit d'ici 5 jours. Génial. On a un label qui nous a signé, donc le label de musique qui a signé le groupe. Et ça, c'est mon nouveau petit bébé de lancer ça. On chante ça depuis tout le week-end avec les enfants dans la voiture. Ça danse partout dans la maison. Il y a des drops, il y a tout ce qu'il faut pour bien faire la fête. Je me dis, le prochain tube de l'été, ben, peut-être que vous avez entendu pour la première fois parler sur Token Stalker. Ah, c'est trop cool. Bah, merci Samuel voilà, pour cet exclu. Alors, je rebondis sur la partie où tu dis effectivement, pas vu, pas vendu. Alors ça, je trouve ça très, très intelligent parce que souvent, les gens de l'écosystème qui travaillent sur Internet, ils oublient quelque chose. C'est que si demain, moi, je crée un magasin, prenons un exemple d'un magasin de vêtements dans une rue passante, je vais payer un pas de porte, ok, je vais payer un bon loyer, mais je vais avoir des clients qui vont passer devant, qui vont quand même me voir et qui de temps en temps vont rentrer. Mais sur Internet, il n'y a pas de trafic. C'est-à-dire que si tu ne vas pas te montrer quelque part, il n'y a personne qui va passer devant ta boutique. Et donc, quand tu dis le pas vu, pas pris, c'est exactement ça. Enfin, faut vous montrer, faut aller connecter, faut faire des choses pour avoir du réseau. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et pour la Ouais, puis dans le partie, partage. C'est ça, pardon, c'est de pas vu, pas vendu aussi, c'est pas forcément, tu sais, dans l'agression, commerciale. Enfin, moi, c'est pas les trucs que tellement, j'aime forcément, mais c'est de partager ses compétences, de donner du contenu, d'offrir des choses. Voilà, c'est, moi j'aime bien dans, c'est Cauchemar en cuisine, des fois ils font ça, ils vont dans la rue, ils font goûter un petit échantillon, voilà le nouveau plat, qu'est-ce que vous en pensez? Bah tiens, si ça vous a plu, venez dans ma boutique et venez manger un peu plus, quoi. Si on offre l'apéritif, ouais, c'est le prix à payer pour avoir des clients derrière dans son magasin. ouais, faites un petit cadeau, puis les gens viendront vous voir. Parce que si déjà gratuitement vous faites des choses incroyables, ils imaginent bien qu'en payant, ils auront quelque chose encore mieux. Donc c'est vraiment très, très, très important. Mais merci pour ce mantra, pas vu, pas pris, on va dire. Je le connaissais pas et j'ai beaucoup apprécié. Et puis bah du coup, pour écouter ta musique, donc on peut la trouver où? Parce que c'est vrai que il y avait eu beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc c'est Triadic Pulse. On te trouve sur Spotify, c'est exact?
Ouais, c'est ça. Voilà, quand le podcast sortira, je pense que oui. Là, c'est, la Ouais, maison disque l'a déjà mis sur, Amazon Music et Deezer, voilà, toutes les plateformes de streaming auront ce génial. titre, dans les prochains jours. OK et bah, dans tous les cas, on mettra tous les liens en commentaire de la vidéo, d'accord? Donc pour les personnes qui regardent n'hésitez pas à regarder en description, il y aura tous les liens, de tout ce qu'on a parlé avec Samuel tout le long du podcast. Il y aura le lien pour la musique, n'hésitez pas à cliquer dessus et aller regarder un petit peu ce qui se passe. Samuel fait énormément de choses, donc il risque d'avoir pas mal de liens, mais n'hésitez pas à aller vous balader. Au pire, on mettra un lien Linktree et après on en aura d'autres, je sais pas. Mais en tout cas, ça sera super. Vraiment bravo Samuel, c'était vraiment un plaisir de Merci, t'avoir. merci beaucoup, Jean. Plaisir Tellement de partagé. valeurs, tellement de choses que tu nous as partagées. On a vraiment eu de la chance, de t'écouter pendant presque 1h30 ensemble de, tout ce que tu es capable de faire. J'ai vu le temps Félicitations. passer. Ouais, Ouais, ça cool. va vite, Très hein. bien. Ça Merci, va vite. merci à toi, en tout cas. C'était génial et puis, bah, voilà, pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à aller contacter Samuel sur LinkedIn, c'est peut-être là où il répond le plus vite. Donc, voilà et quelqu'un de formidable comme vous avez pu l'entendre. Merci tout le monde, merci Samuel. À très vite. Merci à vous, merci Jean, à bientôt.